Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été entre Haussiens et juilletistes, olympiques et paralympiques, entre sérieux et sourire. Bonsoir à tous. Venez défier nos éditorialistes sur l'actualité via le standard de Sud Radio 0826 300 300. Zach et toute son équipe vous y attend. C'est pas Zach aujourd'hui, hein, non? Eh oui, c'est Najette. Ah oui, voilà, parce que évidemment, tout le monde ne peut pas travailler tous les jours, c'est normal. Donc en fait, vous serez bien reçus et c'est le principe parce que ici, c'est du parlons vrai. Un petit mot sur nos éditorialistes du jour. Allez, présentation, c'est parti. Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Frédéric. Un habitué de ce qu'on appelle quotidiennement les vraies voix de l'été. Exactement, voilà. Ravi d'être avec vous. Et vous en êtes un autre. Abdoulaye Kanté, oui, il est là, notre policier, auteur de Policier, enfant de la République. Vous êtes un peu sorti comme une star finalement de ces Jeux Olympiques, vous, avec vos collègues. Je pense qu'on était 45 000 à être des stars et franchement ça fait plaisir. Donc bonjour à tous et à tous. C'est pour ça m'a donné une idée, on en parle dans un instant. Et puis Priscilla Ludowski, militante et co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. Ça c'est un programme, hein, Priscilla. Hein. Bonjour, un sacré programme. Bon, c'est fini les gilets jaunes, hein, finalement. C'est vrai qu'on s'est connus avec un gilet jaune. Là, vous avez. C'est surtout que je me dis que le temps passe vite. Ouais, oui. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Donc, c'est déjà 5 ans. 5 ans. Et c'est pour ça, je me suis dit, tiens, je vais vous mettre face à un policier. Au hasard. Voilà. Oui, voilà. Abdoulaye et Priscilla. Heureusement, Mathieu va arbitrer. Il n'y aura pas de répression, mais juste simplement du dialogue. Voilà. Bon, justement, allez, demandez le programme de ces vraies voix du 14 août 2024. Le patron du réseau social X, Elon Musk, se lance dans la campagne présidentielle américaine au soutien du candidat Donald Trump. Indirectement, il met son média à sa disposition. Les Britanniques, de leur côté, déplorent des émeutes estivales attisées par les faux messages via les réseaux sociaux. Le chanteur Florent Pagny révèle une usurpation d'identité dont il est victime par des faux comptes. Les réseaux sociaux influencent notre quotidien, plus généralement la vie sur Terre. Et nous vous posons la question à 17h30, le grand débat. Pour vous, les réseaux sociaux sont 1. utiles, 2. nécessaires, 3. dangereux, 4. intéressants. Vous nous dites ce que vous en pensez, évidemment, sur le compte X de Sud Radio. Et puis, deuxième grand débat, nous y sommes, suite au retour positif des chiffres de la délinquance et du sentiment de sécurité à l'occasion des Jeux Olympiques. Les forces de l'ordre sortent renforcées de la quinzaine, d'où le petit clin d'œil pour Abdoulaye Kanté. Beaucoup soulignent l'importance de leur présence dans les rues. Le coup de projecteur des vraies voix de Sud Radio à 18h40. L'omniprésence des forces de l'ordre sur le terrain doit-elle être généralisée? Vous donnez dès maintenant votre avis sur la question, le compte X de Sud Radio, le site internet également, et puis vous nous appelez au 0826 300 300. Najette est là pour vous répondre. La preuve, c'est ce qu'a fait Dominique de Corté. Message laissé. Oui, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Je suis Dominique de la ville de Corté en Corse. Voilà. Donc nous sommes en famille, nous écoutons l'autoproclamation de Lucie Castier. Mais qu'est-ce que c'est cette bonne femme là? Elle s'autoproclame comme ça, toute seule, ça fera moi la première ministre. C'est une malade cette bonne femme. C'est la cravache celle-là si elle arrive. Mais où on est là? De quel droit? Elle se prend pour qui celle-là? Hein? Bon, alors, effectivement, Dominique nous a bien dit qu'il était de Corté, de Corse. Hein. Il insiste un peu. Donc après, c'est un peu le tradition. Je branche. Bon, ce qu'on lit derrière, on en a parlé un petit peu en début de semaine, et peut-être vous, Priscilla Ludowski, pour réagir. C'est vrai que finalement, on a l'impression que on est candidat pour être première ministre, ou premier ministre, alors que finalement, rien de tout cela. C'est une nomination d'un président. C'est un peu particulier, je trouve, le climat actuel. Déjà, ça dure, et donc plus ça dure, et plus ça laisse place à des spéculations, à des rumeurs. Ça donne lieu à des formats un peu spéciaux, comme je vais en campagne pour dire qu'on m'a nominé dans ma coalition pour être ministre. Donc en fait, ce sont des formats assez inédits, j'ai envie de dire. Le contexte est assez particulier, et peut-être qu'à contexte particulier,
on réagit en conséquence, j'imagine. C'est vrai que ça doit pas être finalement simple pour Lucie Castet. Moi, je prends parti pour personne, évidemment, mais je me dis à la place de cette dame qui part en campagne sans vraiment avoir une campagne à faire. Enfin, qu'est-ce qu'elle doit faire, quoi, Mathieu Hoc? Surtout qu'il faut rappeler comment Lucie Castet en est arrivée là. Lucie Castet a été le choix du nouveau Front Populaire uniquement pour faire un coup de force politique sur Emmanuel Macron, puisqu'elle a été désignée candidate pour le poste de Premier ministre du nouveau Front Populaire quelques heures, voire quelques minutes avant l'intervention d'Emmanuel Macron, l'allocution d'Emmanuel Macron justement, qui préparait les Jeux Olympiques. Donc l'objectif du nouveau Front Populaire était d'imposer Lucie Castet à Matignon et de l'imposer au président de la République. Le problème qu'a Lucie Castet et qu'a une partie du nouveau Front Populaire, c'est que même s'ils sont premiers effectivement à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de majorité. Pas de majorité, surtout. Absolue. Mais surtout, le problème de fond qui se pose, au-delà des questions de casting, c'est en fait que Lucie Castet, tout ce qu'elle incarne est antinomique avec au moins trois acteurs. Déjà, les Français, puisque les priorités qu'a indiquées Lucie Castet ne sont pas des priorités qui vont dans le sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, l'intérêt général de la France, c'est de respecter ce qu'on appelle la procédure de déficit excessif qu'a engagé l'Union européenne contre nous. Or, elle a déjà annoncé un programme de keynésien de dose de dépenses, de relance par la dépense publique et de dépenses sociales. Quelque chose qui est complètement antinomique avec la réalité actuelle du pays. Elle est aussi antinomique avec les attentes du président de la République, puisque le président de la République a fixé un certain nombre de lignes rouges. Elle s'est déjà affranchie sur ces lignes rouges, notamment sur les questions fiscales et les questions liées à l'abrogation de la réforme des retraites. Et puis le troisième point, je terminerai dessus, elle est antinomique avec l'Assemblée nationale, puisqu'en fait, le problème qu'elle a, c'est qu'elle est obligée d'élargir son bloc. Sauf qu'en fait, la première chose qu'elle a faite quand elle a fait la lettre au reste des parlementaires, c'est d'exclure une partie des parlementaires, notamment du Rassemblement national. Et donc, comment vous voulez aujourd'hui pouvoir être capable de pacifier cette assemblée qui paraît impacifiable, si je peux m'exprimer ainsi, alors que vous excluez une partie du spectre politique? Voilà, c'est du Mathieu Hoc, hein, c'est-à-dire c'est très étayé, c'est construit. Abdoulaye Kanté, un petit truc en plus, non, peut-être. mais rien à rajouter. Ça me donne envie de répondre alors. C'est fait pour. Non, mais je pense aussi que voilà, il y a aussi une question de l'agenda, parce que étant donné qu'on dit qu'elle est partie en campagne, mais bon, cette campagne, j'ai envie de dire qu'elle était quasi illisible, parce qu'il y avait cette espèce d'euphorie, cette quinzaine olympique qui a un peu masqué tout cela. Donc après, la rentrée arrive là très bientôt, donc on va voir ce que ça va donner. Ouais. Est-ce que les résultats de cette campagne, si les Français, je dirais pas qu'ils la choisiront, mais bon, est-ce que sa campagne aurait été audible, visible? Et là où c'est fort, c'est qu'on l'a quand même entendu malgré le no man's land imposé par les Jeux Olympiques. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, les vraies voix bien sûr. C'était une réaction au 0826 300 300 où nous retrouvons notre auditeur du jour, direction Marseille. Alors tout à l'heure, on avait Dominique qui nous faisait corter la Corse. Je sais pas comment Christophe va nous le faire depuis Marseille. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bon, vous êtes avec nous pendant 1 heure, là, notre fil rouge. Traditionnellement, on vous propose un petit coup de gueule, une petite alerte. Vous avez là un sujet très précis, je vous écoute, c'est très important. Les auditeurs de Sud Radio sont tout oui, Christophe. Alors en fait, mon coup de gueule concerne les handicaps, le handicap invisible, concernant les enfants, les adultes. Parce que quand c'est un handicap, on va dire moteur, ou physique, tout de suite, là, je veux dire, les gens comprennent ce que c'est et comprennent la détresse et ce que vivent les parents au quotidien. Oui. Sauf par contre quand c'est, par exemple, pour citer le TDAH qui maintenant est médiatisé alors qu'avant ça n'existait pas, ou la dyspraxie, plusieurs dys qu'ont souvent les enfants. C'est un parcours du combattant. Mmh. Déjà pour le prouver, on passe par des bilans qui coûtent extrêmement cher. Parfois, il faut faire plus d'une dizaine de bilans qui coûtent en minimum, selon la région. Alors c'est ça qui est phénoménal. Selon la région, entre 300 et 400 euros par bilan, ouais, qui n'est pas remboursé tant que l'enfant n'est pas reconnu, tant que le handicap n'est pas reconnu. Sauf que ces bilans-là, ce sont des spécialistes quand même qui nous les demandent. C'est pas le parent qui décide de dire mon enfant est handicapé, j'ai besoin d'aide. Oui, ça ressemble tout de suite évidemment à un parcours de combattant et ce qui n'est pas identifiable est toujours quelque chose de problématique. Je pense à Arthur Baucher, vous savez, ce champion paralympique, mais des Jeux d'hiver, qui était le consultant de nos confrères de France Télévisions, qu'on peut d'ailleurs féliciter parce que pour avoir couvert pour une grande chaîne de télé, moi, les Jeux Olympiques, j'ai trouvé que le travail des confrères avait été très très bon. Et Arthur Baucher justement a ce problème, c'est-à-dire que ce n'est pas un handicap très visible.
possible. Il a des tremblements et même pour la pratique du sport, en l'occurrence, ça pose souci. Et c'est important, Christophe, que vous évoquiez ça parce qu'on approche des Jeux paralympiques. Hein, c'est important. Mais c'est surtout le problème aussi de la détresse des parents, parce que quand vous avez un enfant qui a un handicap, on va dire entre guillemets, c'est à peu près gérable. Mais quand vous en avez deux, que l'un des deux parents est obligé d'arrêter de travailler parce que vous avez plus de 11 rendez-vous par mois. Vous imaginez ? Entre l'orthophoniste, l'ergothérapeute, tous les rendez-vous, le neuropsy, le psychologue, tous les rendez-vous qu'il faut pour que votre enfant soit bien et puisse bien être entouré, parce que forcément on s'inquiète de sa santé mentale, on s'inquiète de sa réussite scolaire, parce que ça aussi on n'en parle pas. Au niveau scolaire, quand on voit qu'il commence à décrocher, on croit que c'est nous qu'on éduque mal et qu'on lui explique mal les devoirs. Les profs, la plupart des profs ou l'entourage pensent que c'est une mauvaise éducation de notre part, sauf que c'est pas le cas. Ce sont des enfants qui parfois ont des troubles ou qui parfois sortent des cases et qui malheureusement on met de côté parce qu'on n'a pas d'aide d'AVS qui maintenant est mis dans la plupart des écoles, ou alors les professeurs de l'éducation sont dépassés justement par tous ces troubles. Bon, Christophe, très intéressant, et on y reviendra dans ces vraies voix de l'été sur Sud Radio, parce que sur la 3e semaine, nous tomberons pile dans le début des Jeux paralympiques, et bien sûr avec les vraies voix, on y reviendra. Moi, pour avoir commenté par exemple les championnats du monde par athlétisme, c'était l'année dernière en France, typiquement il y a les non-voyants, alors on peut bien comprendre leur niveau, et puis il y a ceux qui sont malvoyants. Alors bien souvent, on met un bandeau pour équilibrer tout le monde. Sans vous couper, c'est que comme aussi il y a aussi une discipline de championnat de France de cécifoot, où effectivement il y a déjà cette discipline commence à, je crois que c'est même devenu une discipline paralympique, je crois. Oui, bien sûr, et les matchs auront lieu au pied de la Tour Eiffel. C'est ça, exactement. Donc on voit qu'effectivement il y a vraiment, je pense que c'est un sujet encore une fois à mettre encore en avant, et j'espère que cette séquence des Paralympiques pourra mettre en avant, on va dire, à la fois l'aspect de l'handicap de ces performeurs quand même, parce que ça reste aussi des athlètes, mais aussi mettre en avant aussi les difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien. Les problématiques. Bon, merci Christophe, vous restez avec nous, vous revenez dans le débat tout à l'heure, mais dans un instant, ce sont les 3 mots de l'actu d'Antoine Mazère. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. C'est un vrai plaisir, ces vraies voix de l'été, parce que c'est détendu, mais ça reste sérieux, et vous venez de le prouver au 0826 300 300. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous donnez votre avis. En plus, nous avons 3 vraies voix particulièrement éclairantes. Mathieu Hoc, Abdoulaye Kanté et Priscilla Ludowski, qui sont avec vous, qui donnent leur point de vue et qui vont écouter tout de suite les 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots de l'actualité avec vous, Antoine Mazère. Bonsoir, cher Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors, les 3 mots ce soir, suspension, orage et collision. Oui, suspension. L'athlète tricolore Mohamed Abdallah Kounta suspendu par la Fédération française d'athlétisme sous le feu des critiques pour de violents tweets contre Israël et la France, notamment le sprinter français de 29 ans qui a participé au relais aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et dans la tourmente après un signalement sur X de certains de ses posts sur les réseaux sociaux. Quelques tweets de l'athlète ont été ressortis par l'internaute Sword of Salomon dénonçant l'apologie du terrorisme du Hamas, une incitation à la haine d'Israël ou encore une banalisation de la Shoah dans les messages de l'athlète français. Après plusieurs heures de polémique, la ministre des Sports démissionnaire Amélie Oudéa-Castéra a annoncé sur son compte X ce matin que Mohamed Abdallah Kounta avait été suspendu par la Fédération française d'athlétisme, que le procureur de la République avait été saisi, tout comme la commission de discipline de la Fédération. Bernard Amsalem, qui est l'ancien président de la Fédération française d'athlétisme, chez nos confrères de CNews, a témoigné de son indignation ce matin. On l'écoute. Quand on revit un peu ce qu'on a vécu pendant les Jeux, ce ne sont pas les valeurs du sport. Ce qui est dit dans ces commentaires, dans ces articles, c'est autre chose. C'est pire. Et quand on fait du sport de très haut niveau, pour moi, le sport, c'est un modèle de fraternité, de respect, de partage. Voilà, la procédure est engagée et c'est inadmissible. Il faut sanctionner ce genre de comportement. Alors ce matin, le sprinter a réagi sur ses réseaux sociaux, publiant 2 photos de lui avec le drapeau français. Je suis français, musulman et fier. Des personnes se sont amusées à fouiller dans mes tweets et à sortir certains de mes propos de leur contexte en me créant une réputation d'anti-blanc, d'anti-France, d'antisémite et j'en passe. Je m'excuse sincèrement et je pense ne pas avoir besoin de prouver à quel point j'aime mon pays, a déclaré Mohamed Abdallah Kounta. Bon,
Ça sera l'objet de notre grand débat à 17h30, ces réseaux sociaux. Alors, c'est pas la seule question, évidemment, que vous soulevez, cher Antoine Mazère, mais ça fait partie des questions et de la maîtrise aussi des réseaux sociaux. Je précise que le relais 4x400 n'a pas une médaille, donc il n'y a pas d'histoire de médaillé en question. Une réaction, Priscilla Ludowski? J'ai pas vu les propos en question, mais bon, du coup, j'irai regarder, je pense, après. Mais oui, après, si on fait lien avec le sujet de tout à l'heure sur les réseaux sociaux, je pense que de manière générale, il y a cette question de la manière dont on peut prendre la parole dans le débat public quand on est athlète, quand on est artiste. Enfin, on a beaucoup vu, c'est les personnalités publiques hors politique qui prennent la parole sur des sujets où ensuite on scrute ce qui a été dit sur cette question, on remonte jusqu'au passé et puis après on sort des tweets ou des posts sur les réseaux sociaux. Et donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a été dit, si ça a offensé quelqu'un, si ça a agressé verbalement quelqu'un, si c'est du harcèlement. Je pense que tout ce qui tombe sous le coup de la loi, c'est quelque chose qu'il faut relever. Et quand c'est pas le cas, c'est qu'une expression, légale et raisonnable de l'opinion, je pense que là c'est de la démocratie. Donc moi j'ai pas vu le propos, donc je peux pas m'exprimer là-dessus. C'est difficile. Sur les excuses et sur l'explication et ce qu'on a bien ressenti de la part de tous nos athlètes, d'ailleurs, quel que soit, parce qu'on peut parler d'origines différentes de nos athlètes, et vous les vraies voix d'ailleurs, ici vous êtes des exemples, et vous l'avez écrit dans un livre, Abdoulaye Kanté, mais on n'a jamais senti ce sentiment anti-français chez nos athlètes, bien au contraire, Mathieu Hoc. Non, du tout, au contraire, les Jeux Olympiques ont montré justement, et les athlètes ont été la figure de proue du fait que la communauté nationale existe toujours dans notre pays, que même si on est divisé sur un certain nombre de sujets, le sport peut rassembler. Et donc on peut faire le parallèle aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec 1998, la Coupe du Monde de football qui avait donné effectivement le slogan Black Blanc Beurre. La différence quand même qu'on a quand même entre aujourd'hui et 1998, c'est qu'en 98 ça s'était véritablement inscrit justement dans ce slogan Black Blanc Beurre. Et ça n'avait d'ailleurs pas forcément duré très très longtemps, puisque en 2002 Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle. Là, il n'y a pas de slogan qui sort de cette... On est véritablement sur un collectif, sur la nation qui a gagné, peu importe les couleurs, peu importe les origines, et c'est plutôt ça qui est à saluer. Mais c'est dommage que du coup des athlètes se soient singularisés par ce type de tweet et sur ce type de comportement, même si c'est des tweets qui datent d'il y a antérieur, ouais, rappelons-le. Mais alors justement, Abdoulaye Kanté, Mathieu Hoc dit là on n'a pas sorti de slogan, parce que finalement on n'a même pas besoin d'en sortir. Ça commence dès la cérémonie d'ouverture avec la notion d'inclusion, de mixité sociale. Finalement on était assez serein là-dessus. Cette histoire, c'est un peu... Oui, c'est un peu une tâche, parce que je pense encore une fois que cette séquence olympique a montré vraiment la valeur du collectif, la valeur de notre nation. C'est-à-dire que justement par le fait des performances des athlètes qui a permis de, on va dire, essayer de réunir ces communautés qui se regardaient en chien de faïence. Et c'est vrai que encore une fois, les réseaux sociaux, je pense qu'il faut encore faire très attention parce que Internet n'oublie rien. C'est-à-dire que vous pouvez mettre quelque chose sur l'instantanéité, sur l'émotion, et on peut vous le ressortir, mais au final, à un moment donné, je pense qu'il faut pas que ça sorte du coup de la loi. Vous pouvez exprimer votre colère, votre émotion, etc. Mais il faut pas que ça tombe, comme l'a dit Priscilla, sous le coup de la loi. Et encore une fois, je pense que quand ça soit, même en tant que policier ou même en tant que sportif, on a ce devoir d'exemplarité parce que, vous savez, les valeurs de la République nous dépassent, en fait. C'est au-dessus de tout. Et à un moment donné, il faut que les gens s'en rendent compte que, voilà, nous sommes français et que nous sommes régis sur les mêmes valeurs. Et à 17h30, nous débattons avec vous, les auditeurs de Sud Radio, justement sur cette question des réseaux sociaux. Vous allez sur le compte X et vous nous dites, pour vous, les réseaux sociaux sont utiles, nécessaires, dangereux ou intéressants. Vous nous donnez votre point de vue. Bon, très passionnant ce premier mot de l'actu, cher Antoine Mazère. Pression sur les deux autres. Le deuxième, oui, mais celui-là, il est concernant. Orage. Oui, des violents orages ont frappé l'est de la France et notamment l'Isère hier soir. Nos confrères de France Bleu Isère ont constaté ce matin qu'à 10h, 1400 foyers étaient encore privés d'électricité. Cette nuit, c'était près de 14 000 foyers qui en ont été privés. Plus de 850 appels d'urgence au 18 ont été recensés sur tout le département de l'Isère et plus de 100 pompiers ont été mobilisés sur le terrain. Le camping de Morestel a été évacué par précaution. Écoutez ce témoignage d'une vacancière, c'était ce matin sur BFM, qui racontait l'arrivée de l'eau au moment du repas. On était à table et la pluie a commencé à tomber. On savait qu'il allait y avoir un orage et l'eau est arrivée soudainement comme une vague. Ça montait, mais ça allait. Et d'un coup sec, une vague d'eau est arrivée. Et là, l'eau arrivait au-dessus des bancs de la table et ça a tout submergé. On a été évacués. Les propriétaires du camping ont trouvé tout de suite une solution de repli et nous ont proposé le gymnase. Et de toute façon, on ne pouvait pas rester puisque l'eau passait dessus et nos matelas pneumatiques flottaient.
Un homme de 78 ans est lui mort électrocuté du côté de Pressin alors qu'il tentait de réarmer son compteur électrique qui avait disjoncté. Une manipulation fatale alors qu'il y avait 10 cm d'eau dans son sous-sol, lieu où était le compteur. Une fois sur place, les pompiers n'ont malheureusement rien pu faire. Oui, ça, attention, bon, c'est terrible. Alors, troisième mot, collision. Alors ça, c'est surprenant, Antoine. Oui, ça s'est passé tout à l'heure, une collision entre deux rafales dans un vol dans les Vosges. Un pilote a été blessé, 2 autres sont actuellement recherchés. C'est deux avions militaires, quoi, en fait. Hein. Exactement, 2 avions de l'armée de l'air qui se sont écrasés ce matin entre les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Le crash est intervenu après une collision en vol au retour d'une mission de ravitaillement en Allemagne. C'était vers 12h30. Un pilote qui s'est éjecté avant le crash, lui, a été localisé, blessé. Ce lieutenant-colonel est conscient. Les autres militaires, un lieutenant et un capitaine, sont actuellement recherchés par les secours. Il s'agit d'un élève pilote et de son instructeur. Des opérations de recherche des pilotes ont été engagées par le groupement de gendarmerie départementale. Le service départemental d'incendie et des secours sont mobilisés sur les lieux actuellement. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a confirmé qu'il s'agissait d'appareils de la base de Saint-Dizier en Haute-Marne. Les réseaux sociaux des forces armées ont communiqué tout à l'heure et ont indiqué que les investigations étaient en cours pour comprendre comment cet incident avait eu lieu. Oui, parce que c'est entre militaires. Bon, je vous lance sur le sujet, même si vous êtes policier, c'est différent. J'étais militaire. J'étais militaire. Alors, vous avez été militaire, Abdoulaye Kanté. Alors justement, c'est particulièrement surprenant, ça. Ouais. Ça peut arriver effectivement qu'il y ait des accidents de la sorte. Après, sous réserve de l'enquête en cours, mais je pense que oui, des fois peut-être une erreur de manœuvre et tout. Donc il s'agit de 2 avions. Donc après, l'enquête déterminera évidemment s'il y a une manœuvre ou bien un exercice qui a mal été fait. Mais c'est sûr que ce genre d'accident très rare. Ça peut arriver, mais l'important c'est de retrouver effectivement le second pilote aussi qui est encore toujours recherché. Mais ça repose la question également des dommages collatéraux parce que on est au-dessus des habitations. Oui, là, oui, c'est déjà arrivé qu'il y ait des fois peut-être des pilotes qui s'éjectent et qu'à un moment donné que l'avion, suite à une défaillance technique, s'écrase sur un logement ou choses comme ça. Donc encore une fois, j'espère qu'il y aura pas trop de dégâts, on va dire humains, et que le second pilote se sera retrouvé. Bon, les autres devraient voir rien sur le sujet parce que non, mais c'est toujours tragique d'entendre parler d'accidents en fait. Je veux dire que ce soit pour la famille des personnes qui sont décédées ou blessées quand c'est juste des blessés. Enfin, j'espère que ça touchera jamais mes proches parce que j'ai envie de dire que ça doit être vraiment difficile quand on se dit cette période estivale, JO, on perd un proche, c'est jamais. C'est jamais facile, quoi. Bon, mais c'est vrai que c'est, enfin, quand on entend certains avions, il y a 2 fois des exercices militaires, Mathieu Hoc, on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, on tremble. Bien sûr. Bon, c'est quand même, c'est du réel, quoi. Hein. Tout à fait, c'est du réel, et puis ça montre que les forces militaires ont besoin de s'entraîner régulièrement sur notre sol ou dans les autres pays européens également. Mais c'est vrai on a tous une pensée pour les proches, parce que quand on est proche d'une personne qui est militaire, on se dit cette personne-là peut tomber au combat à tout moment, etc. Là, c'est pendant un exercice, c'est quand même particulier, quoi. Bon, alors, cher Antoine Mazer, merci. Vous revenez tout à l'heure à 18h05. Je précise que vous nous amènerez une invitée d'honneur, une double médaille olympique de Paris 2024. Exactement. Amandine Buchard sera avec nous. Elle nous racontera ses Olympiades, mais également son nouveau défi, son nouveau rêve, partir de 18h05, de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Los Angeles au judo, mais également au rugby à 7. Ça, c'est bon. 18h05, vous revenez avec Amandine Buchard sur Sud Radio. Et nous, dans un instant, nous intéressons donc à ces réseaux sociaux qui occupent le terrain, d'autant plus que les événements internationaux se succèdent, la guerre en Ukraine, les élections américaines, les JO, le conflit israélo-palestinien et tout le reste. Elon Musk, le propriétaire du site X, affiche son soutien à Donald Trump. Florent Pagny déplore une usurpation d'identité par de faux comptes. Dans un instant, nous vous posons la question. Pour vous, les réseaux sociaux sont utiles, nécessaires, dangereux, intéressants? La réponse, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur le compte X de Sud Radio, mais également au téléphone, au 0826 300 300. Nous vous attendons à tout de suite et nous aurons un invité important aussi qui nous éclairera, Michael Stora, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques. Il est notre invité à suivre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel.
Nous y sommes avec cette question que nous vous posons. Dans un instant, nous entrons dans le grand débat. Nos 3 vraies voix du jour, je vous les représente. Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Abdoulaye Kanté, policier et auteur de Policiers enfants de la République. Priscilla Ludowski, militante et co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. Faut le lire ça, hein, parce que donc, on a besoin de réponses. Oui, le titre c'est important. Bon, très chers amis, vous auditeurs de Sud Radio, nous sommes prêts, c'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La Grande-Bretagne s'est embrasée à la suite de messages mensongers sur les réseaux sociaux. Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur et du numérique, rappelle à l'ordre le réseau social X suite à la diffusion d'un entretien entre son propriétaire Elon Musk et le candidat républicain Donald Trump. Florent Pagny alerte ses fans suite à une utilisation frauduleuse de son identité sur un faux compte avec l'aide de l'intelligence artificielle. L'outil semble glisser entre les mains de l'humanité. Nous vous posons la question justement sur le compte X de Sud Radio. J'ai déjà les premiers chiffres, donc la question est la suivante. Pour vous, les réseaux sociaux sont utiles, nécessaires, dangereux, intéressants. Vous dites utile à 36%, vous dites nécessaire à 42%, vous dites dangereux à 9% et vous dites intéressant à 12%. Ça, c'est très intéressant, sachant que vous êtes vous-même membre des réseaux sociaux, puisque je vous ai demandé de répondre sur les réseaux sociaux. Donc forcément, évidemment, pour les détracteurs, hormis peut-être les masochistes, forcément, c'était difficile de répondre. Alors, pour nous éclairer, Michael Stora, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et spécialiste des addictions du numérique, auteur du livre Réseaux sociaux, la face cachée des algorithmes. Bonsoir, Michael Stora. Oui, bonsoir. Alors, c'est les réseaux asociaux, c'est pas les réseaux sociaux. Ah, eh bien oui. Alors, privatif. Et oui, privatif, ça me fait penser ça. Agusi, privatif, le goût, ça c'est. avec Louis de Funès et Coluche, voilà. Bon, très important. Michael Stora, vous venez d'entendre la consultation. Nos auditeurs qui ont répondu sur les réseaux sociaux X disent quand même utilité nécessaire. Vous nous confirmez que ça part de ça, la tâche principale du réseau social, c'est ça dans un premier temps? Bah écoutez, moi je trouve ça très intéressant votre petit sondage, mais je suis étonné que on trouve que les réseaux sociaux soient utiles. Je pense qu'un GPS est utile, par exemple, mais un réseau social en lui-même, c'est plutôt un espace où les gens que vous voyez vous-même, alors je parle pas de X ou ex-Twitter qui se dit utile parce qu'il diffuse de l'information, parfois trop d'ailleurs, ou parfois un peu complotiste, mais au-delà des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est des gens qui montrent des choses qui n'ont pas forcément une grande utilité, à part peut-être une utilité pour son propre narcissisme. C'est très intéressant, on va dire le mot par lequel vous entamez le débat, et je dis bravo parce que moi, étant journaliste professionnel, je me dis qu'effectivement l'utilité de l'information passe d'abord par un média et non pas par un réseau social, et ça tendrait à penser finalement que l'utilité du réseau social a aussi cette valeur informative. Réaction, je viens vous revoir, Michael Stora, mais réaction de nos 3 vraies voix. Priscilla Ludowski, ça c'est intéressant. Pour vous, vous auriez répondu quoi Justement, j'y réfléchissais et je répondrais un peu de tout, en vrai. Parce que je pense que ça dépend de qui répond. D'où on parle. Je veux dire, aujourd'hui, à notre époque, quand on lance un business, quand on lance son activité professionnelle, ça devient compliqué de ne pas être sur les réseaux sociaux en fonction de l'activité, sachant qu'en plus c'est pas à la portée de tous de faire une publicité, de passer une publicité pour sa société sur TF1 par exemple, en tout cas sur les grandes chaînes, ça coûte, dans le journal aussi ça coûte, et le réseau social quand on l'ouvre c'est gratuit au départ, en tout cas bien vu, donc là vous soulignez la question de l'activité professionnelle, un aspect utilitaire. Voilà. Après c'est dangereux, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec l'IA, mais c'est dangereux parce que pour tout ce qu'on sait, et surtout on en voit qu'une infime partie de ce qui peut être dangereux, parce qu'on a des personnes qui travaillent dans la modération chez les grandes boîtes, Facebook et compagnie. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui est intéressant qui s'appelle Les Travailleurs du clic, où on a un témoignage d'une personne qui
est modérateur et qui a, au niveau de sa santé mentale, a été fortement touché parce qu'il voit des choses atroces qui sont freinées avant que ça nous arrive. Et je pense j'ai une grosse pensée pour ces personnes-là parce que moi, j'aurais vraiment pas pu travailler dans ce domaine-là parce que c'est vraiment très compliqué les images qui défilent face à ces personnes-là. Et à côté de ça, je pense que, par exemple, si on parle de Facebook, au départ, c'était vraiment le réseau social. Pour les amis, la famille, c'est ce qui permettait de retrouver les siens, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont retrouvé des membres de leur famille grâce à ça. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu des dérives dans ce à quoi ça sert aujourd'hui. Facebook, c'est un fourre-tout, ça fait tout. Il y a un site inclus de rencontres, il y a une marketplace. Enfin voilà, ça veut tout faire et rien faire en même temps. Donc c'est un peu compliqué, je pense, d'avoir une ligne directrice. Mais voilà, c'est utile, ça peut être intéressant, c'est dangereux. Mais il y a aussi l'aspect, tout ce qui touche à l'information. Bon, alors justement, Priscilla, mais c'est très riche. Mais je savais de toute façon que ce débat allait être florissant. Alors du coup, je reviens, puisqu'on a eu le point de vue de Priscilla, je reviens sur vous, Michael Stora. Priscilla a parlé de ces algorithmes. Il y a cette espèce d'addiction. Moi, je retiens ça. Tout cela est stratégique, on est bien d'accord. Tout est fait pour que celui qui consomme devienne addict. Point d'interrogation. Oui, alors évidemment, vous avez d'ailleurs à Stanford, qui est une grande université américaine, des cursus de ce qu'on appelle de captologie, de captation de l'attention, dont la vocation, en effet, à coup d'algorithmes et de IA, est de vous ferrer, de vous hameçonner, en vous proposant finalement tout simplement des vidéos, des contenus que vous aimez. Et on sait qu'à chaque contenu qui passe, dans ce qu'on appelle le scrolling, vous savez, lorsqu'on passe d'une vidéo à une autre, entre autres dans les stories ou dans les vidéos TikTok, une petite décharge de dopamine, ce qui en soi n'est pas un problème, sauf que vous en avez énormément. Et donc c'est cette accumulation aussi de dopamine, et c'est vrai qu'en plus, le modèle économique des réseaux sociaux repose sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, donc plus du tout sur les clics, mais sur l'économie de l'attention, qui fait que plus vous y restez, plus les réseaux sociaux gagnent de l'argent. Et donc tout cela, évidemment, va favoriser des phénomènes d'addiction entre guillemets aux réseaux sociaux, même si d'un point de vue scientifique, le terme d'addiction aux réseaux sociaux n'est pas encore reconnu, entre autres par la prochaine, on ne sait pas vraiment encore, puisque la prochaine classification psychiatrique va bientôt paraître, et nous verrons, puisque donc comme vous le savez, ça peut être intéressant, oui, la seule addiction virtuelle qui a été pour le moment reconnu, c'est l'OMS l'année dernière qui a parlé d'addiction aux jeux vidéo en ligne. Bon, alors même chose. Allez, à vous, Abdoulaye Kanté. On avait ces quatre mots: utile, nécessaire, dangereux, intéressant. Vous, je précise que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, en nom finalement de cette police que vous chérissez et que vous essayez de vulgariser à travers ces réseaux sociaux. Exactement. Je pense que, comme disait M. Stora, je rebondis, c'est que quand moi je suis très actif sur les réseaux sociaux parce que effectivement, du fait de ma fonction en tant que policier, donc à la fois, nous, on le voit de la manière informationnelle, mais aussi, il y a le côté aussi où vous avez ces personnes qui ont ce besoin de se décharger sur, on va dire, tout ce qui représente l'État, donc notamment la police. Et effectivement, je pense que le mot-clé, le point clé là-dessus, c'est la modération. Parce que on a un gros problème de modération, parce qu'effectivement, certains, ils voient les réseaux sociaux comme une forme d'expression pour pouvoir essayer de mettre leurs émotions, vraiment de s'exprimer, parce qu'ils peuvent pas l'exprimer autrement. Donc, c'est vrai que nous, on doit faire face à cela. Et en parlant de modérateurs, nous avons aussi nos modérateurs à nous au sein de la police nationale, notamment ce qu'on appelle la plateforme Pharos, qui permet justement de pouvoir identifier des contenus, que ce soit haineux, malveillants ou même des contenus terroristes. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un gendarme, pardon pour l'expression, on aurait pu dire un policier, du réseau social. Exactement, oui, c'est ça. Donc vous avez une centaine d'enquêteurs qui, notamment par le biais d'une plateforme qui s'appelle Pharos, qui permet justement de détecter effectivement suite à des signalements qui sont faits par des utilisateurs des réseaux sociaux pour pouvoir signaler des contenus qui sont, on va dire, problématiques. Mais je pense aussi que l'utilité, c'est aussi que ça a permis aussi peut-être aussi à l'État, tout ce qui est le régalien, de pouvoir aussi chercher de l'information, notamment des notes de recherche aussi sur des individus, ou même aussi diffuser. Là, c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est-à-dire celui qui voudrait se servir du système, c'est un peu comme le téléphone qui bip à un endroit. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais je pense que le gros problème dans tout cela, c'est que comme toujours les 4 points qui ont été nommés, c'est qu'évidemment, le réseau social, c'est tout ça.
ça. Mais je pense aussi qu'il faut mettre en place une forme d'éducation sur ces réseaux sociaux. Et aussi sur les personnes avec lesquelles j'échange, et tout souvent, il y a cette problématique d'éducation. Mais je pense aussi que l'utilité doit être importante. Alors, vous auriez coché quoi, donc, Abdoulaye? Utile, nécessaire, dangereux, intéressant? On peut pas les 4. Ouais, bon, ben, voilà, je sais, j'ai les 4. C'est ça. Le fait d'être vraie voix, c'est un statut de privilégié. Alors, Priscilla m'a fait le coup, Abdoulaye m'a fait le coup, on verra ce que dira Mathieu. Mais mais avant, je repasse par Michael Stora. Michael, par rapport à ce qui vient d'être dit sur la notion de modération, quand Thierry Breton, je l'ai rappelé, ça date du 13 août, donc hier, rappel à l'ordre Elon Musk, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a une espèce de pouvoir européen qui existe, mais qui est plus que impuissant face à la mondialisation du phénomène? Oui, alors c'est intéressant, puisqu'en effet, Monsieur Breton a eu moi je trouve le courage de dénoncer, parce que on va dire que ex-Twitter, comme vous avez pu le remarquer, est devenu un espace concrètement suprémaciste, disons, qui reflète la position d'Elon Musk dans la société. Il l'utilise comme une véritable arme politique, puisqu'il soutient Donald Trump. Et c'est vrai que, comme peut-être vous l'avez peut-être lu, mais la Commission européenne ne suit pas les propos de Monsieur Breton, puisque ça serait une incursion dans la politique américaine. Mais au-delà de tout ça, c'est vrai que je pense que le terme de modération a été posé à plusieurs reprises, et d'après moi c'est un enjeu, mais de plus en plus important. Et par exemple, nous avons parlé de Facebook, mais il faut savoir que sur 70 millions de personnes parlant l'arabe, il y a à peine 700 modérateurs de Facebook. Parce que ça coûte cher. Et c'est vrai que c'est un enjeu économique. Et oui, je pense que le Pharos a une fonction tout à fait nécessaire, comme la Commission européenne qui est la première en termes de protection des données, etc. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance, je pense, à peut-être ne pas mettre en garde suffisamment les grandes plateformes, puisque par exemple la dernière commission sur les écrans n'a pas eu le courage, je trouve, peut-être d'aller un peu à l'encontre de la puissance parfois assez toxique, je pense, de certains réseaux sociaux. Instagram, TikTok, etc., quoi. Oui, je pense qu'évidemment, alors bon, moi en travaillant plutôt sur la santé mentale des jeunes, il y a eu des grandes études. Vous avez eu Frances Haugen, une grande lanceuse d'alerte, qui a montré, qui est une ancienne patronne de Facebook et d'Instagram, l'effet totalement toxique sur la santé mentale des jeunes. On a de plus en plus d'éléments, et pourtant, concrètement, ils gagnent énormément d'argent, ils ne veulent pas se remettre en question. Je pense qu'il faudrait... réaction 0826 300 300. On va commencer évidemment par notre auditeur fil rouge, Christophe de Marseille. Christophe, impression, vous, sur finalement, appelons-le comme ça, un phénomène réseau social, vous êtes plutôt adepte ou pas? Alors, adepte, oui. Enfin, faut pas se leurrer. C'est quelque chose, comme l'a dit plusieurs de vos auditeurs, pour retrouver des amis, pour communiquer, parce que quand vous avez des gens qui sont à l'étranger, via Internet, ça peut permettre de communiquer et de se tenir informé de leur bonne santé, ou tout simplement de passer un petit bonjour, ou même de se rappeler des fois des anniversaires. Ça, c'est pratique. Oui, ça c'est vrai. Bien vu, ça, c'est important, ça, bien vu. Et ça a préservé des amitiés. Et moi-même, par exemple, hier, j'ai pensé à l'anniversaire de Philippe David, que j'ai le plaisir de remplacer. Et c'est vrai, bon, je l'avais noté, mais sur ce coup-là, le petit réseau social m'a bien aidé. Mais j'avoue qu'il y a une chose qu'on a oubliée, c'est que, alors certes, ça peut servir quand on est un entrepreneur, c'est-à-dire dans le libéral, pour lancer sa société ou pour se faire connaître, ça, il n'y a pas de souci. Mais on a oublié de le dire, on parlait de santé mentale, on a oublié de parler aussi de, moi par exemple, alors j'ai des enfants, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais mon fils par exemple qui a 12 ans n'est pas sur les réseaux sociaux. Oui, moi j'ai interdit à ma fille, et je viens de lui autoriser parce qu'elle vient d'avoir 15 ans. Alors, je vais expliquer pourquoi ma décision, c'est peut-être dur de ma part, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire oui, il faut le laisser vivre, machin, nanana, mais je suis désolé, pour moi, à cet âge-là, ils ne sont pas assez armés pour affronter le harcèlement ou le harcèlement de d'autres personnes sur les réseaux. Exact. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je vous ai, ma fille vient d'avoir 15 ans et bing, voilà. J'ai accepté, mais pas avant. À l'heure actuelle, je trouve que, alors, c'est pour ma part, je trouve que dans l'éducation, il devrait y avoir des cours là-dessus de prévention. Oui, c'est sûr, vous avez raison. Déjà, dès le primaire, dès l'âge du CM2 pour la 6e, parce qu'au collège, c'est la première chose qu'ils font. Dès qu'ils voient un événement où un garçon
qui est pas habillé ou qui est un événement qui est un peu bizarre, ils sont tous devant leur téléphone à les photographier et ça diffuse et ça part Mais après, sans vous couper, je pense aussi que s'il est de votre responsabilité en tant que parent, évidemment, de veiller justement à l'éducation, parce que mais vous savez qu'on arrive à une époque maintenant où je pense, en tant que parent, vous pouvez interdire un enfant au collège d'utiliser son téléphone? Bien sûr que non, justement, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que justement. Vous l'avez fait, Christophe. Moi, je l'ai fait aussi en tant que parent. Moi, je l'ai fait, mais je vous assure que certaines restrictions sur Google, ils sont tellement malins que les paramètres que vous allez mettre, les paramètres parentaux que vous allez mettre sur Google, il suffit juste simplement qu'ils téléchargent une autre plateforme sur laquelle ils peuvent interagir et ils arrivent à shunter ces interdictions. Très rapidement, moi j'ai une fille justement qui utilise les réseaux sociaux aussi et pareil, je la limite effectivement à 2 heures en fait, à 2 heures d'utilisation même du téléphone. C'est beaucoup 2 heures. 2 heures, c'est espacé en fait. C'est du téléphone, du téléphone en général, parce que voilà, j'estime qu'effectivement, voilà, il faut parce que l'usage des réseaux sociaux, effectivement, évidemment, je la laisse pas partir surtout parce qu'effectivement, et ça c'est important. Mais encore une fois, je redis, il est de la responsabilité des parents justement de veiller à cela, de ne pas non plus trop interdire l'explication, éducation. Ouais, merci Christophe. Mathieu n'a pas encore parlé. Je le savais que ça allait être hyper intéressant. Mathieu, vous dites quoi? Vous ne dites pas les 4 à la fois, vous choisissez quoi? J'aurais eu tendance à dire cela, mais si j'avais à mouiller, je dirais plutôt utile. Moi, je pense vraiment, vous êtes dans utile. Utile, oui. Je suis pas quelqu'un qui utilise énormément les réseaux sociaux à titre personnel, mais je pense que c'est utile pour la société parce que, comme vous l'avez dit, que ce soit d'un point de vue familial, personnel, ça permet justement d'être plus connecté avec les personnes que l'on aime. Faut quand même se rappeler que avant les réseaux sociaux, la période, on va dire, où il y avait une période où on était sous les opérateurs téléphoniques, quand même, ça coûtait énormément d'argent aux Français de pouvoir interagir avec les gens. Les heures d'appel étaient décomptées. Pareil pour les SMS, etc. On s'en souvient. Enfin, moi, j'étais jeune, mais je m'en souviens. Et puis, c'est aussi très important. Vous avez parlé des influenceurs, des entrepreneurs, mais c'est pareil dans toutes les grandes entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Donc, je pense que c'est assez utile. Ensuite, après, moi, je distinguerais 2 choses sur les réseaux sociaux parce qu'on tape beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense que la clé n'est pas forcément les réseaux sociaux, mais plutôt les comportements humains. Parce qu'en fait, tout ce que l'on décrit. Oui, mais justement, s'il y a modération, ce que disait Abdoulaye Kanté. J'abonde sur ce que disait Abdoulaye Kanté. Tout ce que l'on décrit aujourd'hui comme problématique sur les réseaux sociaux, ce sont liés au comportement des gens. Quand on dit les réseaux sociaux sont le reflet du narcissisme de la société, le narcissisme, le consumérisme, l'individualisme dans les sociétés occidentales ne datent pas des réseaux sociaux et datent d'il y a bien plus. Il y a plusieurs décennies. Louis Dumont écrivait déjà l'essai sur les individualistes dans les années 90. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Pareil, on parlait du harcèlement pour les jeunes. Le cyberharcèlement, ce n'est que le prolongement du harcèlement à l'école. Et le harcèlement à l'école, il ne date pas d'il y a quelques années. Il est endémique, structurel dans la société et à l'école depuis des décennies. Donc pour moi, la question se pose plutôt sur les comportements humains. Et donc effectivement, modérer le réseau social, l'utilisation, c'est très important. Mais il faut surtout régler les comportements humains. À ce stade, j'ajouterais aussi un point quand même qui est très intéressant sur les écrans. Là, en moyenne, un jeune de moins de 15 ans passe plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que disait Abdoulaye. Sur les réseaux sociaux uniquement, alors qu'il ne passe que 19 minutes à lire. Donc ça pose quand même le problème aujourd'hui sur un problème éducatif. Je veux bien rajouter une chose, c'est les recours. Bien sûr, Priscilla. Sont les recours en fait. Je trouve, moi j'ai beaucoup subi d'harcèlement et de cyberharcèlement pendant les Gilets jaunes, et en fait c'était assez criant de se dire qu'on n'a pas de voie de recours, c'est-à-dire qu'on a une antenne vague à Paris de Facebook, mais en fait quand on y va, il y a personne qui peut vraiment vous recevoir. Quand ils viennent vous voir, en fait, ils vous brassent un peu du vent et on peut pas vraiment avoir de recours. C'est pour cela qu'il faut passer par la plateforme Pharos qui. C'est ce que beaucoup ont fait, mais ça aboutit pas tellement non plus. C'est difficile. Enfin, c'est difficile pour plein de raisons que vous connaissez certainement au sein de la police, mais en fait, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a une vraie barrière entre les personnes qui utilisent les réseaux sociaux et donc le personnel même d'Instagram, de Facebook, de TikTok, etc. On peut vous plomber votre compte sans aucun argument. Parce que voilà, vous avez des raids numériques, ce qu'on appelle des raids numériques, donc des vagues de harcèlement et de signalement, et donc on n'a pas de voie de recours, c'est hyper compliqué. Bon, et pour conclure, alors qu'est-ce que c'est passé vite? Je savais que ça serait passionnant. Mickaël Stora, je le rappelle, un cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques, et puis le livre, Réseaux asociaux, la face cachée des algorithmes, c'est comme dans la loue la cuisse, A privatif, voilà. Juste un mot, et pour conclure sur notre petite consultation, 43%, la majorité disent nécessaire. En un mot, pourquoi diriez-vous qu'ils ont dit nécessaire, une partie de nos auditeurs? Écoutez, c'est vrai que c'est compliqué, on a envie d'en savoir un peu plus, pourquoi ils ont évoqué nécessaire. Nécessaire pourrait faire penser à un besoin qui serait, alors en effet, l'idée de socialiser, de communiquer.
Et pour rejoindre ce qu'a dit un de vos experts sur la question de se dire que le narcissisme est une réalité qui existe bien avant les réseaux sociaux, je suis complètement d'accord, disons, cette narcissisation de notre société. Néanmoins, quand on rentre dans le détail, on voit des outils qui ont été inventés par les réseaux sociaux, dont le like. Bon. Le like est Il y a beaucoup de débats là-dessus. Alors, et peut-être c'est de ça dont on a besoin, et peut-être ça devient nécessaire de nourrir un petit peu, pour certains, ce manque de reconnaissance. Merci beaucoup, Michael Stora, c'était passionnant. Dans un instant, nous revenons, nous allons jouer ensemble et nous détendre, mais pas via Internet. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Eh bien voilà, les vraies voix de l'été, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est du sérieux, mais c'est aussi de la détente. Et nous allons, avec Christophe de Marseille, jouer. Christophe, vous êtes toujours là ? Tout à fait. Vous êtes prêts, vous connaissez le principe, je vous le rappelle, si vous ne le connaissez pas. Vous allez choisir l'une de nos 3 vraies voix, soit Priscilla Ludowski, soit Mathieu Hoc, soit Abdoulaye Kanté. En général, à ce moment-là, quand je dis ça, les 3 vraies voix se planquent, pourvu qu'ils ne me choisissent pas pour me mettre la pression. Vous allez jouer, vous allez faire une équipe de 2 contre 2. La première des 2 équipes qui a 4 points, qui nous trouve à chaque fois les interprètes de ces chansons, gagnera. Alors, qui choisissez-vous, Christophe ? Alors, je vais choisir le monsieur qui est dans la police. Vous savez vous placer, hein. Alors, je précise qu'il est de plus en plus difficile de faire sauter des contraventions. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Abdoulaye Kanté. On s'appelle après. Hein. J'avais peur d'écorcher votre prénom, excusez-moi. Ah, y a pas de souci. Et puis donc Priscilla Ludowski avec Mathieu Hoc. Vous formez la paire VV, la paire vraie voix, contre la paire auditeur, donc avec Christophe et Abdoulaye Kanté. Alors le thème, parce qu'il y a un thème à chaque fois. On a un petit jingle. Allez, jingle, cher Thibaut, notre réalisateur. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, je vous donne bien sûr le thème. Il s'agit de... Je me suis dit... On a vu les Américains, on est parti à Los Angeles là pour la cérémonie. On va voyager jusqu'au continent nord-américain en chanson. Voilà. D'accord ? Attention, faut aller vite. Vous répondez. Qui chante ça ? Je viendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu. Ce qui est sûr, c'est un Canadien. Oui, c'est un Canadien. Oui. Christophe ? De revoir l'hiver. Christophe, il y a la place, hein. Oui. Ah. J'allais dire Garou, mais... Non. Le prénom Robert Charlebois. Personne ne marque de points. Eh bien, parce que chaque jour c'est terrible, tout le monde crie, se jette, et moi j'ai des problèmes à savoir qui a répondu le plus rapidement. Là je peux vous dire, je ne sais pas qui a répondu le plus rapidement non plus. Alors attention, il nous faut l'interprète. Vous êtes prêts? On part en Amérique du Nord. Alors c'est Dion. Ah bah purée. Alors c'est Abdoulaye Kanté. Abdoulaye Kanté et donc Christophe. C'est pas Mathieu qui a répondu. Il y a du favoritisme. Des contraventions à favoritisme. Je sais. Alors en plus, on verra sur la photo finish, c'est moi. Pour ceux qui n'ont pas la chaîne YouTube de Sud Radio, effectivement, ils sont du même côté, Abdoulaye Kanté et Mathieu Hoc. Mais je pense que sur la photo finish, c'est moi. Moi j'ai entendu Mathieu, mais bon. Donc Abdoulaye et notre auditeur Christophe, ça vous fait 1-0. Attention, qui chante ça? Vous êtes non, là c'est Mathieu. Non. C'est Mathieu. Là c'est moi. Je suis fair play. Ah non, c'est Mathieu là. Ouais, c'est Mathieu. Mathieu Hoc. On a déjà offert un point grâce à Mathieu tout à l'heure. Ça fait 1-1. Mathieu Hoc, l'Amérique du grand Jodassin. Attention, et qui chante ça? Je connais. Ah oui. France Gall? Non, pas France Gall. Elles ont un point commun de par leurs amours. Jane Birkin. Non. Lui, c'était Gainsbourg. Alors, Christophe. Sylvie Vartan. Non, pas Sylvie Vartan. J'allais dire Dalida, mais...
Non. Je suis pas bon, c'est la même période. Véronique Sanson. Je change les règles. Première des équipes arrivée à 3 points puisqu'il y a eu 2 no-show, comme disent les sportifs. Attention, qui chante ça? San Francisco s'embrûle. Quand San Francisco. J'aime bien. Oui. C'est pas une réponse, j'aime bien. C'est impardonnable, une maison bleue. Attendez, oh. Où êtes-vous? Laurent Voulzy? Non, pas Laurent Voulzy. J'imagine les auditeurs qui se disent mais Moi ça va, je culpabilise pas parce que ça date alors. Christophe, vous représentez tous les auditeurs. Ça veut dire Laurent Souchon. Laurent Souchon et Alain Voulzy, non? Mais non, c'est Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Moi, je connais les chansons, je peux pas associer. Bah oui, voilà, c'est ça. Là, c'est Golden Score. Alors, qui chante ça? Voilà. Johnny. C'est un C'est pas Téléphone. Je l'ai dit avant. Priscilla? J'ai dit avant. Priscilla Ludowski. Ça fait 1-1. Alors écoutez bien, il en reste 2-1, pardon. Il en reste un. C'est comme au Golden Score en judo. On va recevoir, je le rappelle, Amandine Bouchard, notre championne olympique par équipe et médaillée de bronze, un individuel dans un instant. Donc on est dans le Golden Score comme au judo. C'est soit 2-2, soit victoire de Priscilla et de Mathieu. Qui chante ça? George. Ray Charles. Ouais, Ray Charles, bien sûr. Christophe, que s'est-il passé, Christophe? Désolé Christophe, pas assez rapide. Je vous dirais, je vais être fair play, c'est parce que j'ai laissé gagner madame. Oui, bien sûr. Elle a bon dos, madame. Excellent. Merci en tout cas, Christophe, d'avoir joué avec nous. Bon, et puis je pense à tous nos auditeurs. Ils disent, mais comment ça se fait? Ils connaissent pas Maxime Le Forestier. San Francisco. Comment avez-vous osé? Comment? Je ne rentre pas l'antenne parce qu'il y a les infos dans un instant et Amandine Bouchard qui nous retrouve. Mais alors, vous, les vraies voix, allez, à tout de suite. Quoi? C'est ça. Et là, on va se prendre une vague sur les Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix spéciales. Il se passe quelque chose dans les studios de Sud Radio. Mathieu Hoc s'est mis à faire un arrêt gauchi. Abdoulaye Kanté s'est mis au Sotogari. Priscilla Ludowski a fait un Kochigari, petit mouvement intérieur de la jambe. Ben oui, parce que nous avons, mesdames et messieurs, une championne olympique avec nous. C'est le rendez-vous avec Antoine Mazère. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Antoine Mazère, alors chaque jour, on revient sur ces Jeux Olympiques avec un invité d'honneur. Et ce soir, je vous laisse la présenter. J'ai un peu vendu la mèche, on va parler de judo. Oui, notre invité ce soir exceptionnel, Amandine Bouchard, une immense championne de judo, 5 médailles aux Jeux Olympiques, dont 2 en or. Il y a quelques jours, aux Jeux Olympiques de Paris, chez vous, en France, vous conserviez votre titre de championne olympique par équipe et vous obteniez la médaille de bronze en individuel chez les moins de 52 kilos. Puis quelques heures plus tard, vous annonciez sur vos réseaux sociaux que vous lanciez dans le défi le plus important et peut-être même le plus risqué de votre carrière à 29 ans, à savoir participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, mais dans 2 sports différents. Énorme. Le judo, votre discipline de prédilection, mais également le rugby à 7. Énorme. Bonsoir Amandine Bouchard. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir, sur Sud Radio. Bonsoir. Quel pari fou. Qu'est-ce qui vous a décidé à réaliser cet objectif ? Alors, qu'est-ce qui m'a décidé, c'est que le rugby m'a sauvé mon Olympiade de Paris 2024. Pourquoi ? Parce que, vous savez, depuis que je suis rentrée de Tokyo, quand je suis revenue en France, on nous a félicité pour nos médailles et puis on nous a dit, vous savez, Paris c'est demain, faut retourner travailler. Et il va nous falloir plus de médailles à Paris. Et c'est vrai que, en fait, je suis retournée très très vite à l'entraînement. Et j'ai été performante sur toutes ces 2 Olympiades. Et c'est vrai que j'ai eu un statut où j'ai habitué les gens à être tout le temps performante, à tout le temps ramener des médailles. Et en plus de cette pression de devoir ramener une médaille au jeu, j'avais ce statut de il faut absolument que tu sois médaillé et que tu gagnes à domicile. Et en fait, j'ai eu un trop-plein, j'ai été surmenée par rapport à toute cette pression, tout ce stress. Et vous n'êtes pas la seule, rappelons-le, on avait Elodie Clouvel du pentathlon avec qui on en parlait. Ouais.
Tout à fait. Franchement, cette Olympiade a été plus courte, mais elle a été extrêmement longue pour nous athlètes. Et au final, fin 2023, j'ai fait un rejet. Mais je ne pouvais plus mettre le kimono. J'étais plus du tout épanouie. J'étais pas bien quand je savais que j'allais devoir faire du judo. Et ce qui a été décidé avec mon préparateur mental et ma psychologue, c'est que je trouve une activité ressource. Pourquoi ? Parce que le judo, ça s'était transformé de passion à travail avec obligation de performer. Et ça, c'était devenu trop pesant. Et quand j'ai cherché une activité ressource, qu'est-ce qui m'est venu ? Le rugby. Pourquoi ? Parce que c'est un sport qui m'a manqué, c'est un sport que j'ai regretté, parce que j'en ai pratiqué dans mon enfance, 4 ans. Et à 7 ou à 15 ? Alors j'en ai fait à 15 pendant 4 ans. Ouais. J'étais en association sportive au collège et j'étais en même temps licenciée à Noisy-le-Sec où j'ai fait 1 an. Et j'ai dû abandonner ce projet parce que j'ai dû rentrer en sport-études à Bretigny-sur-Orge pour le judo. Et c'est vrai que c'est un sport qui m'a énormément manqué et que j'ai regretté à certains moments. Je me suis dit... franchement, je pense que j'étais épanouie. C'est un sport que j'adorais. Et mes profs de sport à l'époque, dont un vous devez connaître, Adrien Barbeau, qui était mon professeur de sport au collège, me disait écoute Amandine, si ça marche pas au judo, nous au rugby, t'inquiète pas, c'est plus pratique. Tiens donc, pas folle la guêpe. Et du coup, les années sont passées et quand j'ai eu besoin de cette activité ressource, franchement, j'ai pas réfléchi, ça a été le rugby. Et à quel moment vous êtes dit, dès les Jeux Olympiques de Paris 2024, je vais essayer aussi de me qualifier pour une Olympiade en judo et au rugby à 7, à quel moment ça s'est décidé dans votre tête ? En fait, c'est venu naturellement. J'adore les challenges et j'ai du mal à faire du sport pour le loisir. Vraiment, tous les sports où je m'engage, à chaque fois, j'ai envie de gagner, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'être tout le temps une meilleure version de moi-même. Et là, le rugby, pour le coup, c'est un sport où, il y a quelques années, j'aurais pu essayer de rentrer dans ces structures de sport-études et que j'ai dû abandonner. Là, je me suis dit, écoute... pourquoi pas, t'es athlète de haut niveau depuis des années, là ça marche bien. En plus de ça, dans les gens qui sont dans le monde du rugby, ils m'ont dit franchement t'as du potentiel, donc pourquoi pas. Aujourd'hui j'ai besoin de ce double projet pour être et performante en judo et performante en rugby, parce qu'au final ça se complète et parce que psychologiquement je suis épanouie, et une Amandine heureuse et épanouie dans la vie de tous les jours, ce sera une Amandine heureuse et épanouie dans le sport, et donc la performance suivra. C'est du jamais vu ça. Alors on a eu certains athlètes, je pense à un Américain qui s'appelait Eric Hayden, qui a fait patinage de vitesse et cyclisme. En fait il y a jeux d'hiver et jeux d'été, mais en même temps, donc on est bien d'accord Amandine, ça sera en même temps quoi. Oui, ouais. Ça sera en même temps. Bon, et comment c'est réalisable ? Comment est-ce que, en termes d'entraînement, en termes de préparation, en termes de haut niveau de performance, comment est-ce que c'est possible d'allier les deux ? Déjà j'ai un avantage, c'est que j'ai pas démarré le rugby cette année. J'ai eu un passé dans le monde du rugby. Je suis athlète de haut niveau depuis des années, donc je sais ce que c'est que travailler dur, se remettre en question, sortir de sa zone de confort, se mettre dans le rouge. Donc ça, j'ai pas peur de la difficulté. J'adore les challenges. Donc plus il y a du challenge, plus je me dépasse. Donc non, franchement, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Maintenant, il y a beaucoup de similitudes entre le judo et le rugby. C'est un sport de contact, c'est un sport de combat. C'est un sport aussi d'équipe. Alors le judo, il y a l'aspect individuel, mais il y a aussi l'esprit d'équipe. Et je trouve que les judokas et les rugbyman se ressemblent énormément pour ça. Donc, why not, si l'aménagement est possible, parce que c'est surtout ça qui va rendre le projet possible, c'est l'aménagement. Il est là peut-être le problème, c'est-à-dire que vous êtes dans la deuxième catégorie de judo. Donc vous êtes entré, le premier jour c'était Chirine Boukli et après c'est vous. Tout à fait. Et ça correspond au tournoi, je crois de mémoire. Alors c'était le jour de la finale des garçons. Il y a 1 ou 2 jours d'écart en fait entre les deux. Là pour le coup, il va falloir que ça soit possible à ce niveau-là. Et puis vous allez peut-être devoir travailler une certaine masse musculaire et aller chercher chez Sizik dans la catégorie au-dessus. Non, alors attention, pas du tout. Parce que le poids chez vous c'est super important. Alors pas du tout, je compte pas monter de catégorie. Vous savez, là pour le coup, moi j'ai dû prendre énormément de masse musculaire parce qu'il y a 2 ans j'avais une fracture de vertèbre. Donc pour pouvoir que mon dos supporte toutes ces charges d'entraînement, il a fallu que je prenne en masse musculaire. C'est pour ça que là ces dernières années j'ai des régimes un peu plus importants à faire. Maintenant vous savez, je suis à 52 kilos 3-4 fois dans l'année max. Donc mon poids de forme il sera plutôt aux alentours de 55-56 kilos. Et quand je regardais mon petit agenda au village olympique, quand on voit le poids et la taille des athlètes,
féminine rugby à 7. C'est pas plus. Il y a du 57, 59 kilos. Oui, ça, il y en a alors, plus. Donc, Non, franchement, on a vu quelle était la problématique. Alors, Amandine Bouchard est avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, double médaillée olympique sur ces Jeux. Elle reste avec nous. On prend le temps de nous installer, de faire une petite respiration parce qu'elle va répondre aux questions des 3 vraies voix. Ils en ont chacun une question. Amandine Bouchard et sa médaille d'or et sa médaille de bronze qui s'abîme un petit peu, mais on en a parlé dans le journal tout à l'heure, sont avec nous. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. L'événement sur Sud Radio, Antoine Mazère, dans le cadre de sa chronique On en parle, nous a amené une championne olympique de judo, championne olympique par équipe et médaillée de bronze en individuel, Amandine Bouchard, que vous avez découvert ces dernières années dans les médias, parce que, déjà, elle a pratiquement tout gagné. On l'a vu aussi dans l'excellent documentaire de mes amis et confrères Arnaud Bonin et Lies Ouhou, où elle a fait beaucoup avancer les choses, très présente dans vos publicités aussi. On la voit avec ce côté. Elle est avec nous, Amandine Bouchard. Merci, Amandine, d'être avec nous. Le principe, les 3 vraies voix, Mathieu Hoc, Abdoulaye Kanté et Priscilla Ludowski qui sont là. Allez, je sais que, étant ceinture noire, Abdoulaye Kanté a envie de poser la première question. Déjà, tout d'abord, j'ai envie de dire merci. Merci déjà pour ces émotions que tu nous as procurées avec l'équipe de judo. Et c'est vrai que quand on voit déjà cette performance, c'est quelque chose que je pense qui doit influer sur la plupart des jeunes qui ont envie de faire ce sport. Mais avant toute chose aussi, je voudrais mettre en avant aussi ta perspicacité dans le fait que, à la fois dans la douleur physique, mais dans la douleur mentale. Parce que je pense que le sportif de haut niveau a aussi cette capacité à se dire que comment se faire pour revenir après avoir traversé ces problématiques mentales. On sait que l'enjeu mental dans le sport de haut niveau est très important. Des fois, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que la vie d'un sportif de haut niveau, j'ai envie de dire, je n'en vis pas, parce que c'est que s'entraîner, manger, dormir. S'entraîner, manger, dormir et de la perte. Ma question, je vais y arriver quand même. On y va. C'est le problème du passionné. Non, mais parce que c'est ce que je me dis, tu vas pour la médaille. Évidemment, je regarde un petit peu, tu es l'une des 3 meilleures judokates au monde. Parce que tu as toujours été classée 3e. Tu vas chez toi, tu te dis, mais d'ailleurs, tu te fais battre par la japonaise, de peu quand même. Et là, quelle ressource mentale tu as pour te dire, la 3e, je vais quand même la prendre, mais si c'est pas celle-là que je voulais. Alors, c'est très difficile parce que là, notamment, ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Paris, c'est que j'avais à cœur vraiment d'être championne olympique à domicile. Maintenant, voilà, il y a toujours des surprises aux Jeux Olympiques. Moi, du coup, j'ai glissé sur la demi-finale. Et en fait, j'ai vu mon rêve s'envoler. Et là, en fait, j'étais sous le choc. J'étais vraiment sous le choc, je faisais que pleurer, j'avais les jambes qui se dérobaient, j'étais pas bien. Et en fait, j'arrive dans la salle d'échauffement, je m'en veux, je suis frustrée, je suis triste et en fait, j'arrive pas à passer outre cette demi-finale. Et là, j'ai quelqu'un de l'organisation qui me dit dans 10-15 minutes faut y retourner pour le bronze. Parce que contrairement d'habitude, on a une pause. Il y a une pause de 2-3 heures. Là, en fait, la demi-finale et la finale, ou la place de bronze, pour le bronze, s'enchaînaient. C'est ça. Et en fait, j'arrivais pas à me remobiliser. Et là, mon entraîneur, je me souviens, Clarisse, il vient de me voir. Clarisse Agbenienou a eu la même situation. Tout à fait. Du coup, j'ai inversé les rôles par la suite. Où ils m'ont dit, Amandine, des médailles européennes, t'en as plein, des médailles mondiales, t'en as plein. Mais là, c'est une médaille olympique à domicile. C'est pas celle que tu voulais, mais celle-ci, il faut aller la chercher. Et au final, je me suis dit, franchement, je pourrais le regretter, mais tellement si je rentrais de ces Jeux Olympiques à domicile sans médaille. Et je dis, bon, on switch, c'est parti, on fera les comptes après, mais là, il faut que je retourne à la guerre. Et en fait, cette médaille de bronze, elle a été dure à aller chercher parce qu'en fait, on a transpiré avec ça a été tellement énergivore émotionnellement que j'avais du mal à trouver les ressources en moi pour me dépasser et gagner ce match rapidement. Et au final, cette énergie, j'ai été aussi la puiser dans mon public. Oui, parce que c'est pire qu'une finale pour l'or, parce que si on la perd, on est en argent. Priscilla Ludowski, question. Bravo, vraiment, parce que nous, on l'a vécu en famille. On a des anciens judokas, mais pas olympiques, pas médaillés, pas quoi. Rien mais du tout. Mais judokas. Et on était à fond à se relayer, etc. Donc c'était vraiment cool comme émotion dans ce moment politique catastrophique qui
qui fait que voilà, donner de la joie et de l'amour, c'est cool. Donc merci pour cette transmission. Mais ça fait une bonne transition de parler de public à la fin, parce que justement, il y avait ceux qui étaient à la maison qui regardaient, et on entendait le public. Enfin, dans toutes les disciplines, j'ai l'impression que tout le monde était porté par les athlètes et soutenait à fond. Et je me pose la question de quel rôle ça joue au moment où on puise dans ses ressources. Le public. Et après, j'ai une question un peu plus politique sur les moyens qu'on donne aux athlètes. Là, on est en train de déborder les vraies voix, mais on grappillera sur votre tour de table. Hein, comme ça, vous serez plus verts. Je vais essayer de répondre rapidement. Alors, tout d'abord, le public, incroyable. Franchement, quand on voit comment les jeux étaient critiqués avant qu'ils arrivent, pour le coup, avoir eu un public comme ça, j'en ai encore des frissons, hein, parce que c'était dans tous les sports. Ils nous ont donné une force, mais incroyable. Vous savez, il y a des matchs à ce niveau-là de la compétition, on se connaît par cœur, on se prend sur le circuit, je sais pas combien de fois dans l'année, ça joue à des détails. Il y a des moments, on a les jambes coupées, on perd en lucidité, parce que le stress, la fatigue, et au final, il y a des moments où on est par terre, il faut se relever, et là, on entend le public. Et en fait, presque, on a l'impression d'être porté, qu'il nous soulève et retourne à la bagarre, parce que, en fait, t'es pas toute seule. Tu le fais pour toi et tu le fais aussi pour eux. C'était 5000 ou 8000 au Palais éphémère? C'était. Je crois qu'on est aux alentours de 7-8 000. Hein. Avec un peu de regret, parce que vous faites partie. Bon, ouais, on aurait bien voulu avoir les handballeurs aussi ont eu ce problème, les handballeurs. Bon, voilà, mais c'est vrai que ça méritait un peu plus. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé cette proximité avec le public. Donc, au final, franchement, le public, incroyable. Genre des médailles d'or. Franchement, incroyable. Bon, Mathieu, question. Oui, mais j'ai la même question que Priscilla. Cool. mais surtout, déjà, félicitations, merci bravo, beaucoup. Merci à tous. Vraiment, c'était exceptionnel. On vous a regardé à la télé, c'était génial. Moi, ma question, c'est aussi pareil vous avez parlé de charge mentale et de pression mentale quand on est sportif de haut niveau. Pour nos jeunes qui aspirent à être sportifs de haut niveau, qui se lancent dans les parcours sport-études, dans les centres de formation. Je fais une dizaine d'années de centres de formation de foot. On a une pression de dingue qui se fait sur les jeunes, parfois à 12, 13, 14 ans. Quels seraient les conseils que tu donnerais aux jeunes qui se lancent comme ça dans ce type de cas? Alors, je pense que ce qui serait super important, c'est qu'ils soient accompagnés dès le plus jeune âge. Notamment, les impacts, ils vont être encore plus importants très jeunes. Parce que on n'a pas encore, on est au niveau caractère, on n'a pas encore toute cette expérience de la vie. Des fois, on est un peu, comment je pourrais dire ça ? Monde de bisounours, et on voit pas forcément les choses malsaines qui pourraient arriver ou les personnes malveillantes. Donc c'est très très important de bien s'entourer. Et ça, c'est important aux entraîneurs aussi d'en parler aux jeunes athlètes que déjà, pour moi, c'est important d'avoir un suivi psychologique, que ce soit sportif ou personne lambda qui est pas dans le monde du sport. C'est très important d'avoir une psychologue, un préparateur mental pour pouvoir avancer dans sa carrière de haut niveau. Moi, franchement, ça m'a aidé plus d'une fois. Déjà, on se sent moins seul, on sait qu'on est accompagné, donc ça nous met en confiance. Et puis, ils sont là aussi pour nous aider, pour nous rassurer, pour nous donner les clés, parce qu'ils sont pas non plus tout le temps à nous materner. C'est-à-dire que ils vont nous donner aussi des clés pour que, lorsqu'ils sont pas là, on puisse gérer certaines situations. Donc, pour moi, ce serait déjà de dire aux entraîneurs, aux dirigeants, déjà qu'ils sensibilisent dès le plus jeune âge, les jeunes à la préparation mentale, à aller voir la psychologue, parce que c'est pas un signe de faiblesse. C'est dans un projet de performance, c'est des acteurs qui vont les aider à atteindre ces performances et ces objectifs. Donc pour moi, ce serait de les sensibiliser déjà dès le plus jeune âge. Et avec des problématiques qui sont adaptées à chaque sport. Je pense par exemple à vous avez la question du poids qui est très important, donc il faut le gérer par exemple, puis de la relation aussi au respect de l'entraîneur, etc. etc. Bon, et je vous regarde, les vraies voix, nos auditeurs de Sud Radio se régalent. Antoine Mazer, soyez remercié de nous avoir amené Amandine Bouchard comme ça. Il y avait une petite question un peu plus Sud politique. Radio, la radio du rugby, on risque de se recroiser évidemment. En plus. Bon, moi je suis un petit peu plus judo que rugby, mais chacun son truc. Hein, mais faut être complémentaire. Oui, voilà, tout à fait. Bon, alors du coup, vous aviez une question, Priscilla. Oui, j'avais une question sur les moyens, parce que c'est vrai que du coup, ça suscite des débats.
en famille, entre les amis, etc. Et on se dit ouais, mais moi j'aurais peut-être fait ça à l'école, mais en fait on m'a pas donné les moyens. Et du coup, on se pose toutes et tous la question et on se dit mais en fait c'est quels moyens on donne en France aux athlètes pour vraiment performer. On sent qu'il y a des sports qui sont plus privilégiés que d'autres. Moi, je pense au foot. C'est un sport national, on aime beaucoup, etc. Si quand même, c'est quand même très privilégié. Il y a des moyens. Il y a pas tous les pour moyens le judo, que. Je pense qu'il y a des moyens qui ont non mais été, je sais pas pour le judo, c'est pour ça que je pose la question. Mais ce que je veux dire, c'est de manière générale, c'est quoi les moyens qu'on donne aux gens qui veulent faire du. Il y avait le programme de l'Agence nationale du sport, de la haute performance. Et évidemment, Amandine, vous en avez bénéficié. Ma fédération. Moi, j'en ai pas bénéficié en athlète individuel. C'est-à-dire qu'ils ont sûrement aidé ma fédération, ce qui a pu m'aider à aider les athlètes à nous emmener en compétition sur certains stages, etc. Mais moi, en budget personnel, je n'ai pas eu ces aides-là. Parce que normalement, ça vous offre une rémunération de base, je crois, pas moins de 40 000 € par an de rémunération, parce qu'à Rio, on avait 40% des membres de l'équipe de France qui étaient au SMIC, quoi. Moi, personnellement, ma rémunération, elle vient de mon club et de mes partenaires. Heureusement que je les ai d'ailleurs, parce que notamment, regardez les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'athlètes qui ont remporté une médaille olympique et qui ont dit oh là là, ça va me faire du bien financièrement, parce qu'il y en a presque, ils ont fait des crédits pour pouvoir financer leur préparation olympique. Donc oui, aujourd'hui, le sport a besoin de moyens. Les athlètes ont besoin d'être soutenus. Moi, si j'avais pas eu mes partenaires et mon club, je sais pas si j'aurais pu avoir, et psychologiquement, le fait de se sentir quand même sereine en sachant que mon frigo il va être plein et je vais avoir un toit et continuer ma préparation olympique, et de savoir aussi qu'il y a des gens qui croient en nous dans la défaite et dans la victoire. Ça, c'est super important. C'est quand même hallucinant de se dire, juste rapidement, c'est hallucinant de se dire qu'il y a des personnes qui témoignaient sur les réseaux, des athlètes qui disaient en fait j'ai ma médaille, mais en fait je retourne bosser. En fait, comment tu te prépares si t'as un travail à côté, quoi. C'est vrai que c'est parce que c'est parce qu'il y a eu une polémique à un moment donné sur évidemment la prime médaille entre 40 000 et 80 000, enfin pour certains, mais les gens se rendent pas compte que quand même que quand on participe à une Olympiade, c'est 10 ans de travail. Des fois même, comme tu le dis, Amandine, c'est que certains font des crédits et en fait c'est un peu comme une espèce de retour et encore sur investissement, parce que t'as de la chance parce que t'as les partenaires, mais je connais certains judokas où effectivement, ils ont pas cela, ce sont des smicards qui doivent aller chercher peut-être des partenaires ou même des partenaires banquiers et tout ça pour essayer de leur prêter. Mais encore une fois, je trouve moi personnellement, je trouve que cette prime pour moi, elle est vraiment rédhibitoire par rapport vraiment au travail, l'investissement qui est fait, parce que encore une fois, une Olympiade, c'est pas 4 ans, c'est 10 ans, voire même une vie pour se préparer. Regardez, par exemple, la prime, vous enlevez ce qui est imposable. Si c'est une Olympiade de 4 ans, divisez-la sur 4 ans et par 12 mois. Et encore, au final, c'est pas beaucoup en fait. Et encore vous, les filles de l'équipe de France de judo, hormis Madeleine Malonga et Marie-Ève Gaillet qui n'ont pas eu de médaille individuelle, vous avez toutes une médaille, mais pensons à toutes celles, tous ceux aussi qui et puis je pensais aussi pour Laurence Épée qui fait partie de l'équipe de France d'épée. Oui, c'est comme ça. Numéro 6 française, elle n'a pas pu faire les Jeux Olympiques, pourtant elle a fait la préparation. Voilà. C'était un immense plaisir de vous avoir, Amandine Bouchard. Pour moi aussi. Et on suit le challenge, cette histoire là. Il faut juste, on va appeler le CIO pour qu'au niveau du calendrier ça soit faisable. Le rugby. Je vous envoie en mission. Merci. Et puis du coup, votre tour de table, les vraies voix, il est super raccourci. On va voir si vous êtes hyper synthétique dans un instant, votre tour de table. Merci Amandine Bouchard. Merci à vous. Et merci Antoine Mazer aussi. Merci. À demain. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. C'est un plaisir de partager cette émission un peu spéciale avec vous, et les vraies voix vont faire un exercice énorme. Vous savez que donc chaque jour ils ont à trouver leur tour de table. Déjà envoyons le jingle. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine. Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. L'exercice Les vraies voix, il est simple. Vous avez 2 minutes pour nous faire part d'un des éléments d'actualité qui vous a marqué. Abdoulaye Kanté, c'est à vous les droits TV du foot français. Évidemment, donc je voulais revenir sur ce sujet qui est peut-être passé, je dirais pas inaperçu, mais le championnat de France de football reprend ce week-end, donc on va dire le 16 août. Donc évidemment, donc nous avons des figures de ce championnat qui sont partis comme Kylian Mbappé au Real de Madrid, mais à côté de cela, on a quand même un championnat qui posait des problèmes parce que il y avait un souci depuis, il n'y avait pas de diffuseur pendant des mois et des mois. Nous avons la Ligue qui est en train d'essayer de
Voilà, faire une pub en essayant de valoriser le championnat, faire une espèce d'équivalence avec la Première Ligue, le championnat de football anglais, c'est-à-dire à essayer de valoriser à hauteur de 1 milliard d'euros. Personnellement, ce championnat ne le vaut pas, mais il fallait trouver des diffuseurs. Il faut savoir que les diffuseurs aussi participent aussi au financement des clubs, parce que les clubs aussi peuvent faire des transferts avec sans droit télé, il n'y a pas de gros budget. Donc voilà. Et malheureusement, donc étant donné qu'il n'y a pas eu l'appel d'offres n'a pas été remporté, on va dire, n'a pas eu de résultats par rapport à l'appel d'offres. Donc du coup, il y a eu des revenus qui sont moindres à hauteur de moins de 500 millions d'euros. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'abonné. Nous, en tant que passionnés, il faut savoir que nous avons des abonnements. Aujourd'hui, l'abonnement qui a été proposé pour regarder le foot à la télé, notamment le championnat de France, équivaut à aux alentours de 40 euros. 40 euros sur mensuels. DAZN, donc qui est une nouvelle plateforme qui va être accessible par tous les distributeurs. Voilà. Et attention, 30 euros si vous vous engagez sur l'année. Donc 30 ou 40. 30 ou 40, et sachant que vous avez dans cet abonnement peut-être 15 euros, vous pouvez voir un match, mais vous savez pas lequel. Donc c'est-à-dire que ce sera un match au hasard. Mais je dirais même pas que c'est le coup de gueule, mais vraiment, je suis limite en colère me dire que le foot quand même ça reste quelque chose qui voilà c'est quelque chose d'important aussi pour les supporters, pour les gens qui aiment le foot, et à un moment donné je pense qu'il faut respecter aussi les spectateurs. Il faut respecter les téléspectateurs qui malheureusement, on voit la conjoncture actuelle, n'ont pas forcément les moyens, parce qu'aujourd'hui si vous additionnez toutes les plateformes etc. Les abonnements on revient et ça fait 3 ans que ça change régulièrement avec les projets Mediapro et Amazon. Exactement. Et pour finir très rapidement pour dire que le foot quand même reste quelque chose d'important dans nos vies, et que je vous en supplie, surtout aux bien-pensants de la Ligue, pensez aussi aux spectateurs qui, des fois, pour s'évader, ont besoin de voir un petit peu de spectacle, mais voilà, à moindre coût ou bien dans la hauteur de leurs moyens. Pour Mathieu Hoc, maintenant, nous nous dirigeons en Turquie avec quelque chose qui vous a interrogé. Oui, alors en effet, on a appris récemment que Erdogan, donc le président de la Turquie, a entamé un bras de fer avec les autorités françaises, c'est-à-dire qu'il a fermé les lycées et les écoles françaises en Turquie. Ah ouais. Parce que la France a refusé d'ouvrir des écoles turques en France. Ce qui est une bonne chose, puisque il faut rappeler quand même que Erdogan a un projet qui est civilisationnel, qui veut islamiser l'Europe et la France, et qu'il utilise aujourd'hui un certain nombre d'outils, notamment d'une part les écoles turques, et d'autre part l'ouverture de certaines mosquées. Et ce projet-là aujourd'hui d'islamisation, il faut lui dire non. Fermement, alors que là aujourd'hui il est possible que les autorités françaises lâchent du lest pour pouvoir laisser Erdogan ouvrir ses écoles turques en France. Il faut dire non au projet d'Erdogan d'islamiser notre pays. Il faut dire non à son projet aujourd'hui qui est un projet néo-ottoman de vouloir de vouloir à nouveau dominer l'Europe d'un point de vue culturel. Et je pense qu'il est nécessaire pour la France, qui est le pays des Lumières, le pays de la laïcité, de s'opposer très fermement à ce projet et à cette volonté expansionniste de Recep Tayyip Erdogan. Rappelons que le principe des écoles françaises dans les pays étrangers, c'est pour ce qu'on appelle les expatriés qui veulent donc scolariser leurs enfants. Et ce que vous dites, c'est qu'en Turquie, c'est différent, c'est-à-dire c'est une population française, mais qui va suivre un enseignement estampillé Turquie par rapport à la religion. Et alors en France, exactement, c'est complètement différent. Et c'est là où il y a un problème, parce que oui, la Turquie est un allié de la France, c'est un pays de l'OTAN, c'est un pays avec lequel on est même amis depuis au moins François Ier, mais il faut très clairement dire que Recep Tayyip Erdogan est notre ennemi sur ce sujet-là, parce qu'il porte un projet de civilisation et qu'il utilise justement des véhicules diplomatiques qui sont des véhicules nécessaires, comme les lycées dans les autres pays, à des fins justement politiques. Ouais. Priscilla Ludowski maintenant. Alors vous, c'est un dossier qui date. Le chlordécone. On part évidemment sur nos territoires d'outre-mer. Oui, c'est un dossier qui date, et donc il y a quand même des rebondissements d'année en année. Et en l'occurrence, il y avait eu un non-lieu qui avait été prononcé en janvier. Et donc ce qui est ressorti là récemment, c'est que donc les parties civiles se sont mobilisées pour faire que ces décisions soient cassées. Et donc c'est l'État qui est mis en cause. Rappelons-le, l'État a autorisé ces traitements sur des cultures, insecticides, des organochlorés, cancérigènes, qui ont causé des dommages terribles. Exactement, empoisonnement des terres, et puis et donc
donc voilà, cette décision de non-lieu, elle a été contestée par les parties civiles, et ce qui en ressort, c'est que finalement, ce sera le 22 octobre. Donc le 10 juin, il y a une audience qui a repoussé au 22 octobre la décision ou pas de renvoyer le dossier vers la Cour de cassation pour faire que qu'on remette en cause ce non-lieu parce que on sait les dégâts que cause cet insecticide. Et donc la deuxième chose, c'est que justement dans la prolongation de toutes les recherches qui ont été faites, il y a eu donc le CHU de Guadeloupe, l'INSERM et l'Institut Pasteur qui conjointement se sont lancés dans une nouvelle recherche qui vient compléter une recherche qui date d'il y a 20 ans déjà pour connaître les conséquences, les impacts de cet insecticide sur la fertilité, sachant que l'étude qui avait eu lieu il y a 20 ans, elle concernait les impacts sur la grossesse, donc le fœtus, et puis ensuite qui a démontré d'ailleurs qu'il y a eu donc des retards moteurs chez les nourrissons, qu'il y a eu des prématurités chez les femmes, etc. Mais là, l'idée, c'est d'aller toucher à la conception même, et donc ce seront les femmes qui seront suivies sur une certaine durée. On estime que les résultats seront donnés entre 2027 et 2028. Et là, c'est un vrai traumatisme pour nos départements et territoires d'outre-mer, et on l'a vu d'ailleurs à l'occasion du Covid où ces territoires ont eu du mal à faire confiance à la politique sanitaire de la France, et on se les pris aussi de plein fouet. Oui, parce qu'effectivement, ils ont été stigmatisés sur cette question-là du vaccin, alors qu'il faut se souvenir du traumatisme que ça a causé, la question du chlordécone et de l'empoisonnement des terres, et qui du coup c'est plus à démontrer. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les recherches, tous les instituts ont produit un tas de recherches, un tas d'études pour démontrer les impacts de cet insecticide sur la population et sur l'environnement. Bravo les 3 vraies voix pour l'esprit de synthèse sur votre tour de table. C'était un plaisir. Dans un instant, votre coup de projecteur. C'était donc les Jeux Olympiques de Paris avec leurs émotions, leurs médailles et les chiffres de la sécurité. En Ile-de-France, les vols violents, les mises en cause pour usage de stupéfiants, les vols de véhicules, les destructions et dégradations volontaires ont tous baissé pendant la première semaine de l'événement. La présence accrue des forces de l'ordre est évoquée pour justifier cette bonne nouvelle. Quels que soient les points de vue politiques, chacun y va de sa théorie de l'occupation du terrain au quotidien. La question du jour que nous vous posons, #Paris 2024, l'omniprésence des forces de l'ordre sur le terrain doit-elle être généralisée? Nous en parlons également dans un instant avec notre invité d'honneur, Sofiane Aboubeker, président de l'association des métiers de la sécurité, parce que il y avait nos forces de l'ordre, il y avait la sécurité privée, tout le monde a été remercié par le président de la République. On se retrouve dans quelques secondes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, je vous les représente. Priscilla Ludowski, militante et co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. Abdoulaye Kanté, policier et auteur de Policiers et enfants de la République. Et Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Ils sont prêts pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Une vraie balade des gens heureux, ces Jeux Olympiques. À Paris, mais aussi de Lille à Marseille, de Bordeaux à Châteauroux, de Nice à Vers-sur-Marne. Sérénité, convivialité et sécurité. Les forces de l'ordre ressortent quasiment autant plébiscitées que les médaillés et l'idée se répand. L'omniprésence des forces de l'ordre sur le terrain doit-elle être généralisée? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Dites-nous ce que vous en pensez. Généralisation ou pas, je vous donne la tendance dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. C'est Najed qui vous accueille et vous pouvez intervenir. Notre invité, je vous l'ai dit, Sofiane Aboubeker, président de l'association des métiers de la sécurité. Bonsoir. Bonsoir. On parlait des remerciements du président de la République. Vous avez été remercié. La sécurité privée, notamment, a eu un rôle clé. Dans le dispositif de sécurité des JO, oui. 30 000 agents de sécurité privée mobilisés, c'est du jamais vu sur un... Enfin voilà, l'événement était inédit, mais c'est du jamais vu dans notre pays d'avoir 30 000 agents de sécurité privée mobilisés à un instant T. Ils ont fait un travail remarquable en appui des forces de sécurité intérieure pour permettre justement à ce que cet événement se déroule dans les meilleures circonstances possibles. Et à chaque fois, ce sont des entreprises privées et qui ont dû recruter, ce qui n'a pas d'ailleurs été une manche facile. Ça a été un travail d'arrache-pied mené depuis plus de 3 ans pour faire déjà comprendre à l'État, plutôt à l'administration, la nécessité de réformer les conditions d'entrée en formation des agents de sécurité privée, mais également
pour pouvoir mettre le coup de booster supplémentaire pour que grosso modo France Travail puisse aussi se mettre en action et que l'on puisse recruter les différents agents. Bon, alors évidemment, Abdoulaye Kanté, vous avez beaucoup et nous le disions tout à l'heure, lors du premier débat où il était question des réseaux sociaux, vous avez beaucoup communiqué sur ce bien-être, ce relationnel exceptionnel des forces de l'ordre avec la population. Est-ce que on peut, je vais faire le tour de table et puis après chacun va analyser la situation, mais est-ce qu'on peut dire que ces 15 jours ont été une période de rêve pour les forces de l'ordre françaises? Je dirais pas une période de rêve, mais en tout cas, même pour avoir été, parce que j'ai été aussi sur le dispositif et tout de ces Jeux Olympiques aussi, donc en patrouille, etc. Et je pense que oui, ça a montré juste que la population en elle-même, que ça soit française ou même étrangère, était vraiment, on va dire, en pleine communion avec ces forces de sécurité intérieure, mais aussi avec les agents de sécurité aussi. Hein. Donc il y a eu cette réalité que, évidemment, c'est pour ça que je fais toujours la différence entre les réseaux sociaux et la réalité, où on sait très bien que voilà, vous avez des personnes qui venaient nous voir, qui nous prenaient en photo et voilà, qui nous disaient bonjour, merci. On avait aussi des haies, vraiment. Moi, cette sensation, je l'ai eue, je dirais pas en 98, mais plutôt en 2015, après les attentats. Donc après, on a eu toujours cette espèce de plébiscite qui était là. Donc encore une fois, les forces de l'ordre sont, on va dire, respectueux avec ceux qui les respectent. Et bien au contraire, on le rend bien. Et c'est ça en fait ce que le vrai visage de notre pays, où effectivement, vous avez des personnes qui savent où nous trouver parce que on sera là pour eux quand ils auront besoin de nous. Sofiane Aboubeker, vous avez senti, parce qu'on imagine qu'il y a toujours un petit peu la hiérarchie, alors bon, pour les Béotiens dont je fais partie, on sait que tu es gendarme, tu es policier, bon, tu es militaire, bon, c'est tous pareil, enfin nous, tiens, t'es de cette radio, de cette télé, enfin toutes les corporations, mais vous avez eu l'impression que vous, les forces de sécurité privées, vous faisiez partie de la famille? Ah mais complètement, complètement. C'est justement le côté extrêmement positif de cet événement. Ça a permis d'intégrer la sécurité privée au dispositif de sécurité globale aujourd'hui, au même titre que les forces de sécurité intérieure, sur des périmètres différents, parce qu'on ne fait pas le même métier naturellement, mais on participe chacun de notre côté à assurer la sécurité et la protection de la population. Et ça c'est génial. Vous le disiez tout à l'heure, à très juste titre, les agents de sécurité, tout comme les forces de l'ordre, faut regarder le marathon pour tous, les vidéos du marathon pour tous. Que ce soit les coureurs, que ce soit le public, les forces de sécurité ont été plébiscitées. Pourquoi ? Parce qu'elles font un rôle essentiel, un travail de dingue dans des conditions pas toujours évidentes. Ce qu'on appelle aussi un peu le continuum de sécurité, parce que ce n'est pas uniquement que le régalien qui était vraiment mis en œuvre sur ce dispositif, mais aussi c'est toutes les forces aussi alternatives, comme notamment les agents de sécurité, que ce soit la police municipale, etc. Mais je tiens aussi à souligner aussi, c'est que les agents de sécurité ont vraiment facilité, on va dire, le travail de fluidification aussi, certainement de l'acheminement des populations qui se rendaient sur les sites. C'était un peu vos relais naturels, quoi. C'était nos relais, parce qu'évidemment, entre le jalonnement et aussi pouvoir essayer d'orienter, en plus des volontaires aussi, pour notamment sur la cérémonie d'ouverture, où effectivement il y avait vraiment plus de 500 000 spectateurs qui étaient attendus. Et ça s'est vraiment déroulé de manière optimale, où vraiment tout était fluide, ça roulait, parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous travaillé, on va dire, avec la bonne réflexion, et franchement, ce qu'on appelle vraiment le continuum de sécurité à cet instant a vraiment fonctionné. Bon, alors, petite consultation pour les auditeurs de Sud Radio. Je vous rappelle la question: l'omniprésence des forces de l'ordre sur le terrain doit-elle être généralisée? Vous dites oui à 65%. Vous intervenez au 0826 300 300. Dites-nous ce que vous sentez. Alors, le clin d'œil, il est là. C'est que notre Priscilla Ludowski, vous savez, c'est une gilet jaune de la première heure. Et en plus, je l'ai placé, mais vraiment en place de notre Abdoulaye Kanté. Bon, les deux s'entendent bien. Et puis en plus, les amis de mes amis sont mes amis. Mais quand même, ça dit quelque chose, cette présence qui a amené quand même une sérénité, Priscilla, non ? En fait, oui, je trouve que à la question posée du départ, est-ce que l'omniprésence des forces de l'ordre c'est la solution ? C'est peut-être pas formulé comme ça, mais généralisée, doit-elle être généralisée ? C'est ça. Ma réponse, c'est que ça dépend du contexte, en fait. Je pense pas que l'omniprésence des forces de l'ordre doit être généralisée. Je pense que, comme j'ai entendu parler de bonne intelligence, de coopération, de discussion, d'échange, et je pense que c'est le contexte qui fait les choses. Et notamment là, le contexte, c'était un contexte de joie, d'amour, de joie, les gens étaient contents. Je pense que le climat actuel politique, il est fatigant, il est pesant, il est stressant, c'est anxiogène, on en a marre de ça. Et en fait, quand on retrouve les gens dans un contexte sympathique, et en fait, il y a un relâchement en fait
des nerfs. Et donc je pense et d'ailleurs pendant les mouvements sociaux, faut pas croire, il y a des moments de communication sympathique avec les forces de l'ordre. En fait, on montre beaucoup ce qui va pas. Mais moi, j'ai beaucoup discuté, parce qu'on avait le temps dans les NAS, malheureusement, de discuter avec toutes les forces de l'ordre qui nous encadraient. En fait, moi, j'allais les voir un par un. Et souvent, vous vous dites, on a les mêmes problèmes. Mais en fait, c'est même eux qui m'expliquaient leurs problèmes. J'ai des gendarmes qui venaient me voir en province pour m'expliquer leurs problèmes, m'expliquer leurs difficultés au quotidien, etc. Et du coup, on se disait, mais pourquoi vous revendiquez pas si on se met à coopérer sur certaines choses. Donc, du coup, il y a vraiment cet esprit-là, je pense qu'il existe et qui pourrait être, en fait, moi, ce que je me pose comme question, c'est comment on fait en dehors des temps joyeux. Voilà, c'est ça, moi, ma préoccupation, c'est comment on fait pour pérenniser ça sur la durée. Alors, je reviens vers vous dans un instant, Sofiane Aboubeker, mais Mathieu Hoc n'a pas encore parlé sur ce qui vient d'être dit. En fait, c'est vrai que il faut pondérer. On a besoin de votre sens de la pondération, Mathieu. Non, moi je trouve déjà que les Jeux Olympiques ont marqué quelque chose qu'en fait on savait déjà quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion, c'est que les Français aiment leur police. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, plus de 80% des Français, en général, c'est un chiffre qui est structurel, aiment leur police. Plus de 85% des Français aiment leur armée. Il n'y a que chez certaines personnes, notamment dans certains partis politiques, qu'on dit on déteste la police. Mais sinon, la majorité des Français aiment profondément leur police. Et puis après, certains disent, il faut éviter de tomber sur un, pardon, entre guillemets, mais des fois on tombe sur un pas sympa, quoi. Non, mais bien sûr, mais ça existe partout. Ça existe partout. Mais à titre de comparaison, par exemple, il n'y a que 40% des Français qui ont confiance en la justice. Donc ça pose quand même le débat. Donc ça, c'est le premier point, je pense, qui est assez marquant des Jeux Olympiques. Ensuite, après, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il faut généraliser, enfin en tout cas, est-ce que ça fonctionne? En tout cas, ce que l'on a dans l'histoire récente qu'on a depuis 2015 notamment, dès qu'on massifie un dispositif, quel que soit le contexte policier, ça marche. Parce qu'en fait, quand on regarde les 2015, après les attentats, donc c'est-à-dire un contexte de crise politique majeure avec un risque sécuritaire extrêmement fort, on a mis des policiers un peu partout. François Hollande a décrété l'état d'urgence. On a même saisi des armes dans les quartiers, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et ça a fonctionné. On a réussi à se protéger de la menace terroriste. Ensuite, après, je prends un deuxième exemple, notamment les émeutes de 2023. Les émeutes de 2023, qui étaient des émeutes d'une intensité beaucoup plus importante que celles de 2005, les pouvoirs publics ont réussi à les réguler en une semaine parce que justement 45 000 forces de l'ordre avaient été mobilisées en même temps. Le nombre fait la différence. Je vous laisserai peut-être les gens. Oui, je viens vous revoir, Mathieu, mais sur ce que dit Mathieu Hoc, Sofiane Aboubeker, d'accord ? Moi, j'ai deux choses. Premier élément, on sait que la sécurité, c'est d'abord de la prévention et ensuite de la réaction. Ouais. Quand on a des forces de sécurité présentes sur le terrain, on sait qu'on diminue le risque de 80 voire 90% en fonction des situations. Donc oui, la présence massive des forces de sécurité sur le territoire permet de limiter les risques et de prévenir la délinquance. C'est factuel. Mais ça. Mathieu Hoc, justement, la deuxième partie, oui. Et la deuxième partie que je voulais dire, c'est que du coup, je l'ai perdu. Mais ça, c'est ballot. Là, je vous ai surpris parce que vous n'en connaissez pas beaucoup des journalistes qui reviennent à ce que vous avez demandé. Eh bien, moi, je suis intègre, Monsieur Hoc. Bon, alors, en attendant que vous retrouviez, effectivement, dans cette embellie, je pense qu'effectivement, oui, quand on voit vraiment la masse d'effectifs qui étaient présents justement sur les dispositifs des Jeux Olympiques, ça a vraiment son importance parce que ça veut dire que beaucoup de moyens humains. Et la problématique, c'est qu'on ne pourra pas effectivement tenir aussi le même dispositif qu'on a fait pendant cette quinzaine, parce que la masse de moyens humains était très importante. Ce qui veut dire, c'est que est-ce qu'il faut pérenniser ce système-là? Je dirais oui et non. Oui, parce que on l'a vu que les citoyens avaient vraiment besoin de sécurité, de se sentir vraiment bien, de se balader comme il faut. Non, dans le sens où on pourra pas. Non, ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Quand je vous dis des efforts, c'est que on n'est pas parti en congé, les vacances, tout ça, etc. Et nos plages horaires ont été vraiment très étendues. Enfin, ça fait 10 ans que vous partez plus en vacances. Il y a toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Et juste pour terminer, c'est que je pense que oui, effectivement, au-delà de ça, c'est qu'il faudrait à un moment donné peut-être changer de logiciel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une justice qui soit évidemment renforcée au niveau des moyens et aussi de recrutement. C'est que si on veut un peu plus de policiers dehors, il faut un peu plus de recrutement. Mais il faut qu'il y ait une justice aussi qui soit vraiment efficace. Et Mathieu Hoc a retrouvé le deuxième point. Ça rejoignait ce que vous dites. C'était la nuance que j'allais apporter au sujet, c'est que effectivement, depuis 2015, les policiers sont un peu les pompiers de tous les problèmes de la société. C'est-à-dire que dès qu'il y a un risque d'attentat, c'est eux qu'on envoie. C'est eux qui font face à l'ultra-violence, à la barbarisation de la société, le fait qu'il y ait de plus en plus d'attaques au couteau dans notre pays, le fait que tous les indicateurs de sécurité et d'insécurité sont aujourd'hui dans le rouge. C'est eux qui justement sécurisent les nombreux événements sportifs qu'on a
organisé l'Euro 2016, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby également. Donc, on peut pas faire peser sur les policiers tous les problèmes de la société. Et donc, c'est pour cela, c'était le point que je voulais donner, qu'il faut justement partager la sécurité davantage avec, d'une part, la police municipale, donc faire en sorte que les maires puissent, et mettre tous les maires de France face à leurs responsabilités, qui ont des pouvoirs de police, que eux-mêmes aussi recrutent des policiers dans leur mairie. Et puis aussi, effectivement, la sécurité privée qui est très importante. Mais par rapport à cette question, alors j'ai en tête plusieurs amis, relations, vous aussi, les auditeurs de Sud Radio, et appelez-nous au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Mais Priscilla Ludowski, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça rassure la présence policière des forces de l'ordre, mais pour certains, ça inquiète. C'est encore le cas? Oui, je pense qu'il y a un peu. Mais ça, c'est un peu psychologique, c'est pas dans les faits. Oui, parce qu'en fait, on se dit, quand on voit la police, on se dit, ouais, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, et peut-être que là où je suis pas forcément en sécurité moi, parce qu'ils se soucient de quelque chose qui se passe dans la rue d'à côté. Donc il y a peut-être cette inquiétude un peu indirecte sur le coup. Et mais il y a quand même le fait d'être rassuré quand on rentre tard le soir dans le RER et qu'il y a des rondes de la sûreté ou là, autre. Pour le coup, ça change tout. On est content quand on se fait agresser, on est content. Enfin, je pense que la question sur le sondage et avec la police et le rapport de la police, le rapport des Français à la police, je pense que ça dit quelque chose. Mais ce que j'entends là dans ce qui a été dit avant, c'est la question des moyens, des recrutements et la question de la manière dont on peut repenser le fait de faire sécurité dans un pays. Moi, quand j'entends généralisation et massification, j'entends ce sont des mots qui font peur. Je pense que ce serait intéressant de réfléchir à comment on travaille plus avec vos organisations, par exemple. Et vous retournez en direction de Sofiane Aboubeker. Oui, ça tombe bien parce que j'allais lui poser. Là vous faites la transition, mais terminez. Mais bravo pour la transition. Allez-y. Juste pour finir là-dessus, c'est de dire qu'en fait, comment on peut recruter sur des métiers qui sont décriés et faire que la fonction soit plus attrayante parce qu'elle serait moins militarisée, si je peux dire ça comme ça, militaire. Enfin, je veux dire, comment on peut attirer des jeunes vers ce métier-là si ça ressemble beaucoup à... Vous parlez de l'uniforme, c'est ça? De l'uniforme, par exemple. Ouais. Par exemple. Mais là, je pense que l'uniforme attire énormément. On l'a vu. Je sais pas. Moi, je parle de comment on peut repenser les choses pour faire sécurité sans faire peur. Voilà, mais tout ça est intéressant parce qu'en fait, vous dites les vraies voix, tout ce que les Français disent au quotidien et on l'entend. Et Sofiane Aboubeker, les professionnels de la sécurité, on connaît tous un vigile, par exemple. Un agent de sécurité. Un agent de sécurité. Ça n'existe pas le vigile. Oui, d'accord, mais moi je préfère appeler un chat un chat parce que les gens en tant que chat se disent tiens, je connais ce chat. Mais c'est l'objectif aussi des médias de pouvoir faire de la pédagogie, expliquer à nos auditeurs qu'on parle d'agent de sécurité en fait. Et on va y passer, et je prends le terme agent de sécurité. Souvent, eux sont encore plus en danger parce qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a rien pour se défendre. Et combien d'agents de sécurité se retrouvent en situation d'extrême fragilité parce qu'on a beau avoir des gars costauds, souvent... Alors ça, c'est l'image d'Épinal, l'agent de sécurité massif, baraqué, qui permet de dissuader et de faire peur. Enfin, celui qui sait se défendre. On a eu Amandine Bouchard, championne olympique de judo juste avant, elle fait moins de 52 kilos. Elle a complètement raison, et le judo est un sport magnifique, tout comme le karaté, qui a été d'ailleurs zappé des JO. Oui, c'est une honte, on est tous d'accord. Bravo. Ça nous aurait permis d'arriver en 3e position sur les JO. Mais bien vu, avec Steven Dacosta qu'on aura peut-être demain d'ailleurs. Allez-y, continuez. Voilà. Donc sur cette partie-là. Pour vous répondre sur la partie comment on peut faire sécurité, comment on peut attirer des jeunes, on travaille, nous, depuis maintenant plusieurs années, à pouvoir à la fois changer les modes de recrutement, changer la doctrine. Les agents de sécurité qui ont été agressés, il a fallu se battre avec l'État pour pouvoir intégrer le fait que ce soit une circonstance aggravante. C'était pas le cas. L'agent de sécurité était traité comme tout un chacun, nous qui nous faisons agresser dans la rue. Alors que effectivement, sur certains sites, ils sont exposés, notamment dans la grande distribution. La grande distribution, c'est un métier extrêmement difficile, des agents de sécurité dans les centres commerciaux de 8 à 12 heures en fonction, qui peuvent être les boîtes de nuit également. Alors, ça c'est un cas encore particulier, mais parce qu'il y a aussi le phénomène de l'alcool, la présence de l'alcool et tout. Mais sur les centres commerciaux, c'est vraiment le reflet de la société. On voit tout ce qui se passe dans les centres commerciaux. On voit les gens qui galèrent à la fin du mois parce qu'ils peuvent pas payer. On voit des jeunes désœuvrés. On voit des personnes âgées seules qui ont besoin de voir des gens. Voilà. Et les agents de sécurité, ils sont au cœur de tout ça. Ils sont là, ils sont présents. Tapez pas trop sur la table, excusez-moi. Mais allez-y, continuez. Ouais. Et donc, pour pouvoir expliciter les modes de formation, déjà il faut qu'on puisse avoir le champ libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre profession est tellement réglementée que
on n'a pas de liberté pour pouvoir former. Alors la question, elle arrive, parce que vous me parliez d'image d'Épinal, j'ai une question logique d'Épinal, par exemple. Il faut vous armer ? Mais ils peuvent être armés. Les agents de sécurité privée, ils peuvent être armés depuis maintenant une loi de 2017. Quel type d'armes ? Alors des armes létales, des pistolets, des revolvers, des armes longues, dans des circonstances extrêmement particulières. Ça s'appelle l'agent de sécurité renforcé parce qu'il porte une arme. Voilà, et donc ces armes de catégorie B. Dans des sites nucléaires, par exemple, on a des agents de sécurité qui sont armés. À Walt Disney, chez Mickey, il y a des agents de sécurité renforcés dans différents événements. On a des agents de sécurité renforcés. Et on a également, pour les agents de sécurité d'un niveau inférieur, la possibilité, là aussi, de pouvoir avoir des bombes lacrymogènes. Oui, petites bombes lacrymogènes. Notamment, exactement, des armes non létales. Je pense notamment aux agents de sécurité mobiles qui vont simplement faire ce qu'on appelle des levées de doute, c'est-à-dire s'assurer que quand, par exemple, une alarme va sonner quelque part, il se passe pas grand-chose, ou s'il se passe quelque chose qui puisse être en sécurité, et permettre l'intervention des forces de l'ordre pour pouvoir appréhender les auteurs de délinquance. Abdoulaye Kanté, est-ce qu'on a une famille qui est en train de se dessiner avec l'agent de sécurité, le policier municipal, le policier national, le gendarme, et j'irais même jusqu'au militaire? Est-ce que il est temps que ces 5 entités se mettent en place? On le voit parce que, comme je l'ai dit justement en avant-propos, c'est que c'est ce qu'on appelle le continuum de sécurité. C'est que je pense qu'à un moment donné, chaque institution, bien notamment la police, ne pouvait pas non plus tout gérer. Nous avons aussi sur les primo-intervenants. Donc souvent, on sait très bien qu'avant que la police se déplace, souvent, donc il y a déjà des personnes qui sont sur place, notamment les premiers acteurs de terrain. Donc je pense aux agents de sécurité qui sont des fois peut-être en premier lieu sur peut-être une agression, notamment dans grande surface ou quelque chose comme ça, notamment sur les attaques de couteau. Donc souvent aussi, il faut savoir qu'il y a des formations qui ont été ouvertes entre agents de sécurité et même police nationale parce qu'ils viennent se former chez nous, notamment en vue des JO. Beaucoup de vos collègues se sont formés chez nous grâce à nos formateurs et tout cela permet en bonne cohésion de pouvoir essayer de faire en sorte qu'il y ait un continuum de sécurité pour justement pouvoir essayer de vraiment servir le citoyen en toute action. Alors, on s'approche de la fin. Un mot de Mathieu Hoc et un mot de Priscilla Ludowski. Mais comme c'est une question, Priscilla, peut-être la question? Non, oui, maintenant. En fait, non, c'est une question ouverte qui aurait pu clôturer et laisser libre cours. C'était pas mal. Donc, je pensais au lien ministère de l'Intérieur, police. Ouais. Voilà, la question de est-ce qu'il faut que ça reste lié, par exemple. Voilà. Je ouvre la question, prochain Sud Radio. Moi j'ai dit oui, on en parlera, mais oui. Oui. La réponse est oui, Abdoulaye Kanté. Parce que c'est un ministère régalien qui justement est en charge de la sécurité des citoyens, donc que ça soit du quotidien. Donc effectivement oui. Donc la question oui, je dis oui. Mathieu Hoc. Et peut-être en quelques mots, quelques pistes justement de réponse à la question sur comment justement restaurer l'attractivité du métier de policier. Je pense qu'il y a 2 leviers. Un premier, c'est les conditions matérielles. On ne fera pas d'attractivité des métiers sans mieux payer les policiers, mais c'est pareil pour les enseignants, c'est pareil pour les infirmiers, etc. C'est important. Effectivement aussi les conditions de travail matérielles au commissariat, parce que quand on regarde l'état de certains commissariats, on a envie de pleurer. Pareil aussi en termes d'intervention, c'est-à-dire que les voitures sont vétustes, etc. Quand on compare par rapport à l'Allemagne, il y avait un rapport de la Cour des comptes sur ce sujet. Et puis après surtout, c'est un sujet immatériel, c'est-à-dire qu'en fait il faut rétablir une culture d'autorité et de respect de l'uniforme, parce que je prends juste un chiffre, il y a aujourd'hui dans notre pays, et on finit là-dessus, 30 000 refus d'obtempérer. C'est 30 000 refus d'obtempérer, c'est autant de gens qui disent non à la police et qui disent non justement à je crois qu'on va refaire Sofiane Aboubeker, président de l'association des métiers de la sécurité, merci. Et vous, à travers vous, on s'empresse de féliciter toute votre corporation. Merci. La vôtre aussi, mais vous recevez tellement de louanges à Abdoulaye Kanté, policier. Très rapidement dire merci seulement à tous mes collègues et toutes les personnes qui se sont impliquées vraiment pendant cette quinzaine. Et il y a encore les Paralympiques, n'oublions pas. Et j'ai une pensée pour tous mes collègues qui seront encore du 28 août au 8 septembre. Merci Mathieu Hoc. Merci à vous. Et Priscilla Ludowski, je vous ai entendu dire... Non, je lui disais merci parce que c'était intéressant de l'écouter, de les écouter. On n'entend pas souvent cette branche, si je peux dire. Et merci à Thibaut Sadler aussi, notre réalisateur. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.